Donc aujourd'hui, on vous parle de la maximisation des réseaux sociaux dans un contexte de recrutement. Vous allez voir, on a 1 heure et demie à passer ensemble. C'est très, très peu compte tenu des possibilités qu'on retrouve aujourd'hui dans les médias sociaux pour recruter. Donc, le but, c'est vraiment de vous faire un petit tour de roue, de vous donner un avant-goût et de déjà commencer à vous outiller en vous montrant les différentes possibilités sur les plateformes qui sont offertes. Donc, c'est de vous montrer ce matin, finalement, quels seraient les meilleurs outils pour vos organisations. Donc, nous, ce qu'on s'amuse à faire avec vous ce matin, c'est vraiment un tour d'horizon pour que vous puissiez voir, finalement, en fonction des différents segments, des différents publics cibles auxquels vous vous adressez, quels seraient les meilleurs outils pour vous. C'est sûr et certain qu'on va faire un petit tour d'horizon de certains outils, mais sachez, comme par exemple, juste pour la plateforme LinkedIn, lorsqu'on donne une formation, c'est une journée complète pour vraiment maximiser la plateforme et en connaître tous les tenants et aboutissants. Alors, très rapidement, HRM Group, je veux juste que vous sachiez qui vous avez en face de vous, dans le fond. Donc, HRM Group, on est spécialisé en marketing RH, donc tout ce qui est utilisation du savoir-faire marketing en ressources humaines, donc pour attraction, fidélisation, mobilisation des employés, et dans les solutions RH digitales, donc l'application des nouvelles technologies dans un contexte de ressources humaines. À ce titre, on accompagne des organisations de tous les domaines, donc aussi bien des organismes sans but lucratif que des entreprises secteur parapublic ou des grandes entreprises privées. 90% au Québec, mais on intervient aussi beaucoup en France et même, malheureusement pour nous, en Polynésie française, ce qui est extrêmement difficile. Oui. Alors, maintenant que vous nous connaissez un petit peu mieux, on y va, Émilie? Alors, allons-y. Là, on essaie de changer de diapo. On y voilà. va. Alors, à l'agenda, dans la prochaine heure et demie, on veut regarder avec vous l'évolution du recrutement. Alors, vous le savez, on est dans un marché de l'emploi qui est de plus en plus difficile. Par contre, on se rend compte que même dans ces difficultés de recrutement, il y a des segmentations à faire. Donc, on va regarder ça ensemble. Par la suite, on va voir les différentes approches en acquisition de talents qui sont possibles. Et on va terminer vraiment avec différents outils, différentes utilisations qui ont été faites de ces outils-là pour vous donner quelques idées. Alors donc, tout de suite, sans plus tarder, l'évolution du recrutement. Alors, on a un marché qui est assez particulier à l'heure actuelle. Premièrement, on est un des rares endroits dans le monde où il y a un taux de chômage si peu élevé. Alors, bien sûr, on va le nuancer, mais globalement, quand on regarde nos taux de chômage dans la région de Québec, on est aux alentours de 5%. En moyenne, au Québec, on est aux alentours de 7,5 à 8%, ce qui est absolument extraordinaire et très enviable. Les seules zones dans le monde où on a quelque chose de similaire, bon, c'est entre autres le Japon, certains pays du nord de l'Europe, etc. Donc, ça fait un contexte qui est un petit peu particulier. Parce que bien entendu, tout le monde n'est pas, il n'y a pas le plein emploi non plus, mais on se rend compte que sur le marché, on a aussi bien des gens qui sont en recherche que des gens qui ne sont pas du tout en recherche, mais avec des proportions qui sont très différentes de ce qu'on voit dans le monde. Donc, on retrouve différents profils. Le profil, tout d'abord, des gens qui sont actifs. Les chercheurs actifs, ce sont des gens qui cherchent activement un emploi. C'est pour ça qu'on les appelle donc les actifs. Et donc, ça va être des gens qui vont aller consulter des outils qui sont utilisés pour diffuser des offres d'emploi. Bien entendu, vous l'aurez compris, je parle des babillards d'emploi, pour ne pas les nommer Monster, JobBoom, Workopolis, ce type de plateforme-là. On va retrouver ensuite des gens qui sont semi-actifs. Donc, les gens qui sont semi-actifs, c'est des gens qui souhaitent changer, mais qui ne sont pas en recherche vraiment active, donc sont plus à l'affût des opportunités. Donc, souvent, c'est des gens qui vont être inscrits à des alertes emploi, des gens qui vont parler un petit peu à leur réseau en disant, ben, écoute, moi, je me cherche quelque chose d'autre, donc si jamais tu vois passer quelque chose d'intéressant, fais-moi le savoir. Ensuite, on va retrouver des semi-passifs. Les semi-passifs sont des gens qui sont en emploi, qui sont globalement satisfaits de leur emploi, donc à quelque part qui ne cherchent pas, mais qui seraient ouverts si on leur offrait quelque chose de mieux que ce qu'ils ont à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment nos semi-passifs. Finalement, on va retrouver ce qu'on appelle les passifs purs et durs. Donc ça, ce sont des gens qui sont bien en emploi et qui ne cherchent pas, qui ne veulent pas changer. Donc des gens, par exemple, qu'on retrouve dans ce créneau-là, on va retrouver par exemple des chercheurs qui travaillent pour une entreprise qui leur permettent vraiment d'œuvrer dans leur domaine de recherche et ils savent pertinemment qu'ils ne retrouveront pas un contexte comme ça ailleurs. On s'entend, puis on va le voir dans les chiffres, c'est marginal ce groupe-là, mais quand même, ça représente une certaine partie. Alors, si on regarde un petit peu maintenant les proportions,
veux-tu y aller, Lucie? Oui, alors c'est une recherche qui a été effectuée donc sur LinkedIn en 2014 et c'est assez intéressant parce que cette recherche a été effectuée auprès des membres en emploi qui sont donc présentement en emploi et qui sont sur la plateforme LinkedIn. Donc, vous voyez des membres de la plateforme LinkedIn qui à ce moment-là recherchaient un emploi de manière active. On parlait d'environ 12%. Semi-active, donc ça veut dire qu'ils cherchaient occasionnellement quelques fois par semaine, on parle de 13%. Et ceux qui en parlaient à leur réseau, qui étaient ouverts à des offres, voyez-vous, combinés, on atteignait le 60%. Donc, grosso modo, quand on regarde la base de candidats qui sont intéressés à recevoir des offres d'emploi, c'est quand même assez intéressant parce que seuls 15% ne veulent vraiment pas changer d'emploi. Ces passifs qui, auparavant, on se disait que c'était toujours intéressant d'aller les chercher, ça reste toujours intéressant. Par contre, habituellement, il va falloir avoir une offre vraiment très, très, très intéressante pour les faire changer d'emploi parce qu'ils sont bien. Ils sont bien soit au niveau des projets, des défis qu'on leur offre, au niveau salarial, la proximité avec la maison, etc. Donc, ça va nous demander beaucoup plus d'énergie pour aller les chercher. Par contre, si on s'attaque à l'ensemble des autres membres, bien, voyez-vous, ça nous offre un bassin assez intéressant. Assez intéressant à aller chercher, mais aussi, faut-il faire attention parce que ce bassin est également présent au sein de notre organisation. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant en ce sens où, oui, on peut aller débaucher ces employés-là, mais en même temps, on peut venir aussi nous les débaucher chez nous. Donc, avec nos stratégies d'attraction, il faut aussi penser à nos stratégies de fidélisation. Alors, pour nuancer un petit peu ce portrait, il y aurait deux paramétrages qu'on pourrait utiliser. Premièrement, les types de postes, puis on va le voir à travers les différents outils, la segmentation est très différente. Mais il faut bien comprendre que dans votre contexte à vous, vous pouvez avoir à recruter non seulement des gens qui sont dans le domaine de l'enseignement, mais également des gens de métier, peut-être les gens dont les métiers finissent en OG, là, comme les psychologues, par exemple. Et il faut bien comprendre à ce niveau-là que les statuts de ces gens-là, leur niveau de demande sur le marché peut vraiment varier et donc il va falloir le tenir en compte dans nos stratégies. Un autre paramètre au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre, on me disait de faire attention parce que si 85% des gens sont prêts à venir travailler chez vous, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi 85% des gens, théoriquement, qui pourraient quitter votre organisation. Dans les faits, je vais venir nuancer ça sur le fait qu'il y a certains paramètres reliés aux avantages qui sont liés au contrat de travail qui vont limiter un petit peu cette mobilité. Si je suis dans un milieu où j'ai acquis un certain niveau d'ancienneté, avec un certain niveau d'avantages qui sont associés à cette ancienneté, ben c'est sûr que je serais peut-être pas enclin à quitter ce milieu-là si je perds ces avantages-là. Donc, dépendamment des milieux, il faut vraiment considérer ces paramètres-là. Ça peut faire des différences. Alors, quand on regarde, oups, j'ai pas fini, je vais juste finir ici. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que quand on regarde un petit peu notre bassin, on retrouve donc des passifs, semi-actifs, semi-passifs et des actifs purs et durs. Il faut bien comprendre que quand j'utilise, et là c'est pour vous mélanger qu'on va utiliser ça, quand j'utilise des outils, moi, qui sont passifs, comme par exemple des babillards d'emploi, des sites d'affichage de postes, comme je mentionnais tantôt, Workopolis, JobBoom, Jobelico, etc., ben, je ne m'adresse qu'à une infime partie de la population potentielle. Je m'adresse dans le fond à des chercheurs actifs et semi-actifs et j'échappe un petit peu tous mes passifs et mes semi-passifs qui, eux, ne vont pas consulter ce type d'outils-là. Et ça, c'est un élément important. Pourquoi on vous en parle? Parce que ça vient camper un petit peu la pertinence d'utiliser des médias sociaux dans un contexte de recrutement. Je le comprends, tous les outils qu'on appelle, nous, passifs, donc, comme je viens de mentionner, les babillards d'emploi, etc., sont des outils qui ne rejoignent qu'une infime partie des candidats potentiels. En fait, ça ne rejoint que ceux qui cherchent activement. Donc, dans mes stratégies, il va vraiment falloir changer un petit peu le regard que j'ai sur la façon de faire. J'ai un marché qui est composé de gens qui ont des profils et surtout des habitudes de consommation média et de consommation des médias en lien avec le recrutement qui sont très différents. Donc, ça va aller des gens très actifs à des gens très passifs. Ça veut dire que l'approche que j'avais auparavant, qui était une approche très transactionnelle, où j'affichais un poste, des gens transmettaient leur candidature, je triais les candidatures, je faisais mes entrevues, et là, j'acceptais ou pas les candidatures des personnes. Ben, cette approche-là, elle ne fonctionne que pour une petite partie des bassins que je pourrais être intéressé à recruter, à savoir les gens qui sont actifs.
Pour les autres, les gens qui vont être plus semi-actifs, semi-passifs ou même passifs complètement, il faut que j'ai une approche relationnelle, une approche qui va servir finalement à les séduire et à les convaincre que c'est pertinent pour eux de venir travailler dans mon milieu. Même chose au niveau des stratégies. Si auparavant, je ne pouvais avoir que des stratégies de recrutement pur et dur, donc à savoir aller afficher des postes et attendre le retour des candidats potentiels, là, on est dans un contexte où, vu que je dois être plus relationnel, je vais devoir positionner mon organisation. Donc, aller positionner de l'information qui va me rendre intéressante comme organisation aux yeux de ces candidats-là. Et ça veut dire également que mes outils, j'ai une gamme d'outils qui est beaucoup plus large. Quand je suis dans un mode beaucoup plus recrutement, un mode plus transactionnel, les babillards généralistes, comme ceux que j'ai mentionnés, fonctionnent très bien, ou même des babillards plus spécialisés, dépendamment des champs d'action des professionnels que je recherche. Et à l'autre extrême du continuum, je vais retrouver les médias sociaux ou encore les sites d'ordre et associations professionnelles qui vont être des sites sur lesquels je peux beaucoup plus valoriser mon organisation et être beaucoup plus en mode dialogue avec les candidats qui peuvent m'intéresser. Donc, on le voit, les stratégies ont changé et on va le voir, les médias sociaux viennent se camper très bien dans ce contexte-là. Donc, quand je vais regarder un petit peu mes stratégies, il faut comprendre que oui, je dois combler des postes, donc il y a une dimension de disponibilité de la main-d'œuvre. Je dois disposer de suffisamment de ressources humaines pour réaliser finalement ma mission. Mais d'un autre côté, il y a une question de qualité aussi. La performance des gens, quand je dis performance, c'est pas dans le sens un petit peu caricatural du terme, c'est beaucoup plus des gens qui vont être bien dans le milieu, qui vont donner leur 100%, qui vont être engagés par rapport à leur tâche. Et le taux de roulement va en découler. Si j'ai des gens que j'ai bien identifiés, bien choisis et qui travaillent bien finalement dans le contexte où ils sont, il y a de fortes chances qu'ils demeurent plus longtemps en poste et donc que j'ai moins souvent à changer, à renouveler finalement ces postes-là. Donc, quand on regarde nos différentes stratégies, c'est important, oui, d'avoir une partie de notre stratégie qui va parler de branding, c'est-à-dire comment on se positionne sur le marché de l'emploi en tant qu'employeur. Est-ce qu'on fait connaître nos avantages, nos conditions de travail? Est-ce que les gens pensent à nous en se disant tout simplement, comme on est une école, comme on est une commission scolaire, voici grosso modo quelles sont les conditions qu'on a à offrir, ou ils savent exactement ce qu'on a à offrir. Donc, on a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. On a aussi du recrutement passif qui reste toujours, je dirais, d'actualité. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une ouverture de poste et on va publiciser tout simplement une offre d'emploi, que ce soit dans un journal, sur un babillard d'emploi comme Jobboom, Workopolis, etc. Par contre, c'est du recrutement passif, c'est-à-dire qu'on affiche l'offre d'emploi et on prie pour qu'effectivement, on trouve le bon candidat. Par contre, on ne se le cachera pas, si effectivement, on a fait des campagnes de branding auparavant, ça va beaucoup nous aider au niveau de notre positionnement, au niveau de la connaissance de nos organisations et de ce qu'on a à offrir. Et peut-être que ça va nous aider donc à trouver les meilleurs candidats lorsqu'on va faire du recrutement passif. Dans nos stratégies, on va également considérer du recrutement actif. Et pour faire du recrutement actif aujourd'hui, bien évidemment, on va utiliser le sourcing. Donc, comment on peut maximiser Google, comment on peut maximiser les différentes plateformes 2.0 pour non pas attendre que les candidats viennent vers nous, mais nous, en tant qu'organisation, que nous puissions aller nous positionner au-devant des candidats et donc rentrer directement en contact avec eux pour aller chercher les meilleurs talents. Alors, lorsque on va faire justement du positionnement sur les réseaux sociaux, il est très, très, très intéressant d'utiliser finalement ces pourcentages. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui vient, par exemple, liker ou aimer en bon français votre page entreprise, par exemple, sur LinkedIn, si vous ne faites que pousser des nouvelles de votre organisation, peut-être qu'à un moment donné, les gens vont se désintéresser de votre page entreprise, ils ne voudront plus vous suivre. Par contre, si vous respectez grosso modo les règles qui sont à l'écran, vous allez voir que vous allez susciter beaucoup plus d'intérêt et les gens vont avoir le goût de vous suivre et de voir vos publications. Donc, dans 50%, par exemple, sur un mois de contenu que vous publiez en ligne sur votre page entreprise LinkedIn, et c'est un exemple que je vous donne, il faut que vous vous assuriez que vous ayez au moins 50% de contenu
à valeur ajoutée. Qu'est-ce que je veux dire par valeur ajoutée? Ben, c'est que oui, ça peut être du contenu par rapport à ce que votre organisation fait, mais prenez la peine d'aller voir un peu à gauche, à droite, qu'est-ce qui se fait dans votre secteur d'activité et qui pourrait intéresser les gens qui vous suivent. Donc, de voir des rapports qui ont été écrits, de voir une nouvelle manière d'enseigner, des éléments qui pourraient intéresser finalement les professeurs de votre réseau. Bref, assurez-vous d'avoir vraiment du contenu à valeur ajoutée. À 30% du contenu que vous allez partager, vous pouvez faire de la promotion de votre organisation. Donc, qui êtes-vous, vous, comme organisation? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Comment vous vous distinguez? Pourquoi, finalement, vous êtes différent des autres organisations qui sont dans le même secteur d'activité que vous? Donc, à 30% du contenu que vous allez partager, assurez-vous d'avoir l'occasion de faire la promotion de votre différence. Et finalement, à 20%, eh bien là, on va essayer de convertir finalement votre public pour qui pose des actions concrètes, dont entre autres de déposer leur candidature pour venir travailler chez vous. Bien évidemment, dépendamment des campagnes dans lesquelles vous êtes, peut-être qu'on ne parlera pas de 50% de contenu à valeur ajoutée, on peut peut-être aller vers le 60, le 70% et diminuer les autres pourcentages. Il se peut que si effectivement vous savez que vous allez arriver bientôt en recrutement massif, d'aller augmenter le 30% pour par la suite augmenter au niveau de la conversion du 20% vers le 30%. Donc, ces chiffres peuvent fluctuer en fonction des actions que vous voulez mener, mais assurez-vous de toujours avoir un peu de chacun des éléments pour être sûr et certain que les gens restent vraiment intéressés à vos pages et qu'ils aient le goût par la suite de voir qu'est-ce que vous allez partager avec eux. Donc, maintenant qu'on a dit cela, comment on s'y prend pour notre stratégie? Alors, notre stratégie sur les médias sociaux, elle va toujours avoir un petit peu un fonctionnement, en tout cas une matrice qui va être assez similaire. Premièrement, quand je suis sur les médias sociaux, il faut que j'ai une présence qui est à l'image finalement de ce que je souhaite que les gens voient comme image de mon organisation ou de moi-même en tant que professionnel. Donc, la première étape, c'est vraiment de consolider votre présence. Puis, on va le regarder, les outils qui sont disponibles aujourd'hui permettent vraiment d'envoyer un message en termes de professionnalisme et en termes de marque employeur qui peut être assez complet. À une deuxième étape, je vais bâtir ma communauté. Je vais, dans le fond, augmenter le nombre de personnes que je peux rejoindre à l'aide de ces différents outils, les médias sociaux, on va dire de manière plus générale le web. Donc, c'est certain que si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez 100 contacts, vous allez rayonner pas mal moins que si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez 5000 contacts, par exemple. Puis 5000, c'est pas exagéré, c'est le réseau que Émilie et moi-même, nous avons chacun. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Troisième étape, on va faire vivre la marque comme telle. Donc, on le disait, avec des candidats passifs, semi-passifs, semi-actifs, dans le fond, on veut les séduire, on veut une approche relationnelle. Donc, il faut faire ce qu'on appelle faire vivre notre marque, à savoir les alimenter, comme l'a présenté Émilie juste avant, les alimenter de nouvelles qui vont démontrer qu'on est une organisation intéressante. La quatrième étape, bien sûr, diffuser vos offres, parce que si on fait juste parler de nous en disant qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on est capable, ça n'attire pas beaucoup de candidatures, ça. Encore faut-il diffuser des offres, donc transmettre des messages en disant « Voici d'ailleurs une opportunité qui vous permettrait de rejoindre notre milieu. » Et finalement, on peut avoir, dans certains cas, à sourcer les candidats. Vous excuserez le terme sourcer qui vient de sourcing, mais en français, on disait c'est du sourçage. Je trouvais que ça sonnait pas vraiment. Oui, ça sonnait pas vraiment mieux, mais en tout cas. Donc, sourcer les candidats, dépister les candidats, c'était le terme probablement le plus approprié, c'est-à-dire aller au devant des candidats. Donc, oui, c'est beau d'envoyer des offres et d'attendre que les candidats nous reviennent, mais quand on parle de sourcer les candidats, c'est vraiment nous d'aller au devant de ces personnes-là, donc d'aller les trouver avec les moteurs de recherche des différentes plateformes pour leur faire une offre et les inviter à venir travailler chez nous. C'est un petit peu du travail de chasseur de tête dans le fond, mais à moindre échelle, on s'entend. Donc, quand on va regarder très rapidement, consolider la présence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire uniformiser et maximiser les profils? Alors, bien évidemment, c'est les profils de chacun de vos recruteurs qui sont présents sur LinkedIn ou même des ambassadeurs que vous pouvez avoir identifiés au préalable. Donc, des personnes qui sont déjà bien à l'aise sur les réseaux sociaux et qui sont prêts à représenter l'organisation et qui ont également des réseaux intéressants à travers lesquels vous pouvez faire passer vos messages. Donc, quand on dit uniformiser, maximiser les profils, c'est entre autres de s'assurer que la photo soit professionnelle de ces profils-là et
ont, par exemple, le logo de votre organisation. C'est de s'assurer que le contenu soit également adéquat. Bref, des petits trucs comme ça qui peuvent faire toute la différence et qui peuvent vraiment consolider votre présence sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'uniformiser et maximiser les pages d'entreprise, encore une fois, c'est de se dire, ben, comment je veux me positionner sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je veux que mes candidats ou les segments auxquels je m'adresse sur les réseaux sociaux vont retenir de moi et de s'assurer que ce soit le plus professionnel possible, que ce soit sur LinkedIn, Twitter ou même Facebook dans certains cas. Alors, c'est sûr que les profils LinkedIn appartiennent à chaque individu. On nous pose souvent la question, est-ce que les gens vont accepter de devenir des ambassadeurs de l'organisation? Et donc de se positionner sur LinkedIn, non pas à titre uniquement personnel, mais à titre personnel, mais aussi comme ambassadeur de l'entreprise. Ben, écoutez, ça dépend beaucoup du climat de travail, ça dépend beaucoup de la fierté de l'individu vis-à-vis de son organisation et du niveau d'engagement, tout simplement. Je vous dirais que depuis 10 ans qu'on accompagne des organisations, puis bon, sur les médias sociaux depuis à peu près la moitié de ce temps-là, de manière intense, dans la plupart des organisations, les gens sont assez enthousiastes quand on leur demande d'être de bons ambassadeurs de leur entreprise. Et quand on leur fournit une belle photo professionnelle, c'est très mobilisant et ils ont goût justement de venir représenter l'organisation sur les différents réseaux. Et bien évidemment, on ne se cachera pas, on choisit nos ambassadeurs également. Tout à fait. C'est pas tout le monde qui peut l'être. Puis comme on dit, des fois, dans certains contextes qui sont plus difficiles en termes de relations de travail, par exemple, c'est peut-être pas le temps, effectivement, que nos employés deviennent des porte-parole de l'organisation. Deuxième niveau, donc bâtissez votre communauté, développez vos contacts, vos abonnés. C'est sûr qu'il faut rayonner le plus possible. Donc, ça fait partie du travail de dire, je vais aller développer progressivement mes réseaux pour avoir un rayonnement le plus large possible. Bien entendu, l'autre dimension, ça va être de partager des nouvelles qui valorisent l'organisation. Qui va valoriser également votre expertise. Donc, vous, en tant qu'organisation, dans quelle expertise vous vous démarquez? Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant de mettre de l'avant parce que très souvent, on le sait, les professionnels à qui on s'adresse vont aller rechercher justement des organisations où ils vont pouvoir apprendre, ils vont pouvoir se développer. Donc, de mettre cet élément-là de l'avant peut être tout à fait attrayant pour plusieurs professionnels que l'on souhaite attirer vers notre organisation. Et bien évidemment, de partager des nouvelles des professionnels qui travaillent pour votre organisation. Donc, s'il y a des bons coups, s'ils se sont démarqués, s'ils ont gagné des prix, etc., valorisez-les. C'est sûr et certain que c'est tout à votre avantage pour vous. Ça mobilise ces professionnels-là et ça encourage aussi d'autres professionnels à rejoindre vos rangs. Oui, si je veux caricaturer un petit peu, je dirais que chaque fois que vos professionnels rayonnent avec des belles initiatives, des belles réalisations, ça donne le goût à des personnes de l'extérieur de venir travailler avec eux. Donc, c'est vraiment gagnant. Bien sûr, il va falloir maximiser finalement la diffusion de vos offres également. Donc ça, on va le voir en détail sur chacun des outils, mais on peut diffuser des nouvelles sur les murs de nouvelles. Quand je dis nouvelles, c'est des offres d'emploi, par exemple, bien entendu, dans un contexte de recrutement. Donc sur le mur de nouvelles des différentes plateformes, sur les groupes, sur les pages d'entreprise, sur notre profil personnel. On peut l'envoyer directement par les boîtes de courriel qui sont propres à chacune des plateformes ou encore faire de la publicité. Vous allez voir, nous, on vous encourage beaucoup à utiliser d'abord et avant tout les outils gratuits. La publicité est vraiment un outil de dernier recours sur les médias sociaux. On peut faire tellement de choses avec les outils gratuits que ce n'est pas vraiment nécessaire, en tout cas de prime abord, d'utiliser les outils payants. Et finalement, de sourcer les candidats, de plus en plus, je vous dirais, ça fait partie des bonnes pratiques de se poser la question, où se trouvent les candidats et comment je peux aller me positionner au devant des candidats. Donc, de ne plus rester de manière passive dans nos bureaux de recruteurs à espérer que les bons candidats se présentent, mais au contraire de se dire, je vais aller de plus en plus sur le terrain, je vais utiliser les réseaux sociaux pour les dépister. Et même, c'est une tendance qu'on a vue qui a commencé en Europe, mais qui s'étend de plus en plus au Québec, de développer des départements de sourcing au sein des organisations pour ensuite envoyer des candidatures potentielles aux recruteurs qui vont contacter ces candidats qui pourraient être intéressants et définitivement une plus-value pour l'organisation. Donc, ça fait partie des bonnes stratégies, je vous dirais, de recrutement, d'utiliser des techniques de sourcing. Alors, voici on a fini un petit peu notre introduction, longue introduction, mais j'espère avec du contenu qui vous a appris des choses également. Est-ce qu'on remet la caméra 2 secondes? J'aimerais savoir s'il y en a qui ont des questions, donc vous allez nous revoir apparaître. Alors voilà. Alors, pour cette première partie, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez nous adresser?
Donc, vous pouvez en tout temps utiliser la petite main sur le côté dans votre tableau de bord pour nous indiquer que vous avez une question. Alors, je regarde. Tout a l'air sous contrôle. Alors, soit on vous a endormi, soit c'était très, très clair. Alors, est-ce que je pourrais peut-être vous inviter à tous lever la main pour m'assurer que vous... Vous êtes toujours là. Bon, OK, tout le monde est là, puis je vois que vous savez utiliser la petite main, donc c'est pas à cause de ça que vous n'avez pas de questions, c'est que vous n'en avez vraiment pas. Alors, n'hésitez surtout pas, si jamais vous avez des questions, levez la main et là, je vais renlever toutes les mains. Donc, les prochaines qui vont se lever, eh bien, on va savoir que c'est parce que vous avez une question pour nous. Alors, nous continuons. On retire une seconde fois donc la caméra pour donner vraiment l'entière place finalement à la présentation. Sans plus tarder, allons voir les différents outils. Alors, comme vous pouvez le constater sur l'écran, ce ne sont pas les outils qui manquent à l'heure actuelle. Je dis toujours à mes clients, lorsqu'on bâtit une stratégie 2.0, reposons-nous les bonnes questions. Revenons en amont. À qui on veut s'adresser? Qui sont ces personnes? Quels sont les types de contenus qui intéressent ces personnes-là? Et en fonction de nos segments, en fonction des contenus que l'on veut partager, on va en bout de ligne choisir les bons outils. Alors, bien évidemment, on ne se le cachera pas, au milieu de cette stratégie, il y a définitivement votre site web et votre section carrière. Pourquoi? Parce que peu importe où on va entendre parler de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un salon de l'emploi, la première réaction qu'un candidat va avoir, ça va être de venir en apprendre plus sur votre organisation, en apprendre plus sur ce que vous avez à offrir en tant qu'employeur. Donc, je vous dirais qu'avant de bâtir n'importe quelle stratégie, assurez-vous que votre site web est à jour et assurez-vous surtout que votre section carrière met de l'avant les avantages, votre marque employeur, bref, pourquoi on devrait vous choisir en tant qu'employeur. Donc, ça doit vraiment être mis à jour, c'est très, très, très important. Autour de tout ça, on va retrouver bien évidemment votre système de gestion de candidature. Donc, par exemple, les Taléo de ce monde, les Enjoin. Je ne sais pas si vous en avez dans vos organisations, plusieurs organisations du Québec en ont. Encore une fois, de s'assurer que ce soit simplifié au maximum. Donc, juste pour être clair pour tout le monde, c'est des outils que vous installez, vous pouvez les faire maison aussi, hein, si vous avez des programmeurs, que vous installez, par exemple, sur votre site web et qui permet aux gens de transmettre leur candidature en complétant comme un formulaire, en complétant un certain nombre de champs. Donc, c'est ce qu'on appelle nos fameux ATS, Applicant Tracking System, système de gestion de candidature. Pour avoir fait le tour de plusieurs systèmes de gestion de candidature sur des sites, donc des sites carrières de plusieurs organisations du Québec, et que ça prend 30 à 45 minutes pour déposer sa candidature, on s'entend, ça ne fonctionne pas. Dans un marché où de plus en plus les gens sont en recherche passive d'emploi, je vous dirais, il faut s'assurer qu'à l'intérieur de 5, maximum 10 minutes, on soit capable de déposer notre candidature. Les gens, vous le savez, si ça prend trop de temps, ils vont se désintéresser de votre organisation, ils vont aller déposer leur candidature dans une autre organisation. Donc, assurez-vous que l'expérience soit la plus profitable possible. Autour de tout ça, bien évidemment, on a nos outils 2.0. Donc, si jamais vous n'avez pas de section carrière, sachez que vous pouvez utiliser les blogs. Aujourd'hui, c'est très simple de monter une interface blog et de monter une mini-section carrière très rapide, de la mettre en ligne. Et l'avantage en utilisant ces outils, c'est qu'ils sont extrêmement bien référencés sur le web. Donc, ça vous permet d'avoir au moins une présence ou de bâtir une campagne spéciale, de la mettre en lien avec votre section carrière sans avoir à tout refaire le site web corporatif. En passant, assurez-vous que vos outils, donc section carrière, site web, etc., soient en responsive design. Qu'est-ce que c'est le responsive design? C'est de s'assurer que peu importe l'outil que le candidat ou le lecteur va utiliser, donc que ce soit le téléphone intelligent, la tablette, l'ordinateur portable ou l'ordinateur de bureau, bref, peu importe l'outil qu'on va utiliser, eh bien que les gens vont pouvoir consulter le contenu que vous avez à leur présenter sur la taille d'écran à partir duquel ils vont le consulter. De plus, depuis le mois d'avril dernier, Google a émis
ont émis une nouvelle politique, c'est-à-dire que les sites qui sont en responsive design vont obtenir beaucoup plus de points que les sites qui ne le sont pas. Ce qui veut dire concrètement que lorsque les gens vont rechercher par des mots-clés, par exemple, un emploi, c'est un exemple que je donne, bien, les sites qui vont ressortir en premier via le moteur de recherche Google vont être les sites qui vont être en responsive design. Donc, c'est un élément assez important. Est-ce qu'on montre une petite vidéo avant d'aller dans le détail des autres plateformes? Bien sûr. Alors, là, on va essayer de manipuler ça comme des pros. Alors, on a une petite vidéo à vous montrer, juste ici, parfait, qui va montrer un petit peu l'ampleur, puis après ça, on regardera plus en détail chacune des plateformes. Alors, j'espère que ce petit vidéo vous a plu. En tout cas, on voit ça va très très vite, ça se développe grandement. Des petites choses intéressantes, hein. Tout d'abord, on le voit, les médias sociaux, c'est vraiment un monde en soi. Et dans le cas de Facebook, c'est peut-être pas un monde, mais en tout cas, c'est un pays en soi, puisqu'on voit en termes de membership, en termes de nombre de membres sur Facebook, ça équivaut finalement à l'équivalent, en tout cas une population qui est supérieure finalement à celle de tous les autres pays du monde. En passant, je m'excuse pour le fait que ce soit écrit en anglais. Malheureusement, ce type de contenu-là n'est pas disponible en français, donc mais je suis persuadé que vous avez compris l'essentiel du message qui était amené, à savoir que ça va très vite, ça se développe énormément. Un petit truc que je trouve amusant, puis sur lequel je veux revenir, hein, quand on parlait que le niveau d'attention des gens avait beaucoup diminué, il faut comprendre que nos messages doivent être extrêmement percutants et qu'on doit vraiment être très pertinent dans la façon de présenter nos messages, mais aussi contenu contenant, parce que les gens ont un niveau d'attention qui est de moins en moins grand et ils vont fureter se déplacer. Alors, quand on regarde ce type de vidéo, ça nous donne l'impression que, en fait, sans les médias sociaux, rien n'est possible. On va venir le nuancer, on va regarder quand même. Oui, effectivement, ça a pris une place prépondérante dans nos vies, mais chaque plateforme a ses forces, ses limites, les segments auxquels on s'adresse. Donc, dans les prochaines minutes, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Quelles sont les plateformes pour quel groupe et comment on s'y prend. Alors, dans les plateformes 2.0 les plus connues, voyez-vous ici, on a les sites de microblogage. Alors, voyez, on l'a francisé, donc de microblogging, dont la fière représentante est la plateforme Twitter. Quels sont les profils qu'on retrouve sur Twitter? Les gens en communication, les gens en finance vont se retrouver sur cette plateforme. Les agronomes également vont se retrouver beaucoup sur cette plateforme. Et vous savez, les médias également. Donc, si vous avez besoin de communiquer avec les médias, c'est définitivement une plateforme à avoir et à maximiser.
Pour les candidats, je vous dirais que ça reste quand même une plateforme peut-être un peu moins populaire pour la recherche d'emploi, mais qui fonctionne dans certains cas. On sait que des organisations en ingénierie vont l'utiliser pour aller rejoindre des ingénieurs. On sait que certaines organisations vont l'utiliser aussi au niveau des communications pour aller chercher des gens, des professionnels des communications. Donc, ce n'est pas une plateforme à retirer complètement. C'est une plateforme sur laquelle c'est intéressant de garder un coup d'œil. Et si jamais votre organisation l'utilise à des fins de communication, pourquoi pas, une fois de temps en temps, y mettre une offre d'emploi. Par la suite, on a aussi les réseaux professionnels. Alors, voyez-vous ici, on a la fière représentante LinkedIn qui est extrêmement présente au Québec et au Canada, mais nous avons également Viadeo qui est la plateforme professionnelle la plus utilisée en France. Bien que LinkedIn commence à prendre de plus en plus d'ampleur, les gens ont un attachement très affectif, je vous dirais, à Viadeo. Pourquoi je vous parle de Viadeo? C'est que, vous le savez, et Didier est un fier représentant, on a de plus en plus de Français qui viennent ici sur le Québec et ils gardent leur bonne manière, leur bonne vieille manière et donc ils vont transformer leur profil qu'ils avaient lorsqu'ils étaient en France pour mentionner tout simplement qu'ils sont rendus sur le Québec. Et donc, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez faire du sourcing et aller chercher des candidatures qui sont intéressantes, donc de professionnels qui sont maintenant aujourd'hui au Québec. En passant, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'ingénieurs québécois sont également présents sur cette plateforme. Donc, avis aux intéressés si vous avez besoin d'ingénieurs. Et ici, on a également la plateforme professionnelle Ching, qui est peut-être un peu moins intéressante pour le marché québécois. On a également les réseaux hybrides, donc dont Google Plus fait partie. Si jamais vous recherchez des gens en TI, c'est définitivement la plateforme sur laquelle vous pouvez les retrouver. Par contre, c'est une plateforme qui est un petit peu moins élevée, comme Facebook était très présente, LinkedIn était également très présente lorsque Google Plus est arrivé. Ils n'ont pas réussi à se tailler peut-être la place de choix qu'ils auraient dû avoir. Pourquoi on l'appelle réseau hybride? Parce que c'est très facile de gérer sur une seule et même interface des réseaux sociaux, donc avec nos amis, notre famille, que des réseaux professionnels. Il y a un système de cercle qui fonctionne sur cette plateforme-là qui est très intéressant. Donc, si jamais vous recherchez des gens à payer, c'est une plateforme qui peut être intéressante pour faire du sourcing. Dans les réseaux sociaux, voyez-vous, on distingue vraiment les réseaux professionnels des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'organisation, si je vais solliciter un candidat, par exemple, sur les réseaux professionnels, je m'y attends en tant que professionnel de me faire solliciter par un recruteur, par exemple. Sur les réseaux sociaux, peut-être moins. Pourquoi? Parce que la raison première pour laquelle je suis sur ces réseaux, c'est pour être en lien avec ma famille et avec mes amis. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que si jamais je maximise les réseaux de mes employés, par exemple de mes ambassadeurs ou de mes recruteurs, donc c'est mes recruteurs qui, via leur réseau Facebook, transmettent une offre d'emploi, de l'information en fonction de mon organisation sur des sujets particuliers, là, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, oui, c'est définitivement des plateformes sur lesquelles on peut avoir des présences, sauf que la façon de les utiliser va être un peu différente que la manière qu'on va maximiser les réseaux professionnels. Donc, on retrouve ici, bien évidemment, Facebook. On va retrouver Instagram qui prend de plus en plus d'ampleur, surtout au niveau des jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils délaissent la plateforme Facebook. Et est-ce que vous savez pourquoi les jeunes délaissent de plus en plus le réseau Facebook? Avez-vous une idée? Eh bien, c'est parce que leurs parents sont de plus en plus présents sur la plateforme Facebook et ils veulent s'en dissocier. Donc, ils vont aller de plus en plus sur Instagram, Snapchat. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Snapchat, qui est donc une plateforme sur laquelle on peut partager des photos de nous-mêmes un peu loufoques et sur lesquelles on peut mettre un maximum de 10 secondes de visionnement. Donc, imaginez, je suis sur l'application Snapchat, je décide de tout simplement d'envoyer une photo loufoque de moi à mon réseau qui est sur Snapchat. Et lorsque j'envoie la photo, tout le monde reçoit un message à cet effet. Et donc, en gardant un doigt sur l'écran, peuvent visionner ma photo et c'est moi qui décide le nombre de temps donc qui peuvent voir ma photo avec un maximum de 10 secondes. Après le 10 secondes, la photo disparaît.
Techniquement, elle disparaît, mais vous le savez, avec les nouvelles technologies, on réussit toujours à aller rechercher les photos. Donc, si on veut vraiment aller rechercher une photo, on est capable d'aller la rechercher. Mais c'est l'idée en arrière de la plateforme, donc un maximum de 10 secondes pour visionner la photo. Et ici, on a WhatsApp, qui est extrêmement populaire en Donc, Europe. Le petit logo vert. Avec le téléphone et qui s'en vient de plus en plus populaire ici et qui est une messagerie texte sur laquelle on peut également partager des photos, etc. Donc, de nombreux nouveaux outils pour éviter Facebook et éviter nos parents en ce qui concerne les jeunes. Et bien évidemment, pour alimenter les réseaux sociaux, les réseaux hybrides ou les réseaux professionnels, c'est intéressant d'utiliser les réseaux de partage de contenu. Parce que oui, c'est intéressant d'avoir du contenu, mais c'est intéressant d'avoir des contenants variés également pour susciter l'intérêt donc des gens qui vont nous suivre. Donc, bien évidemment, si j'utilise simplement le format article pour partager du contenu, à un moment donné, les gens vont se lasser. C'est intéressant de partager de la vidéo, de partager des présentations PowerPoint. Donc, c'est le fun d'aller mettre du contenu sur d'autres plateformes et de faire des liens vers nos plateformes de réseaux sociaux, professionnels ou réseaux hybrides. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le petit logo juste ici qui s'appelle SlideShare. Alors, SlideShare, ça vous permet de déposer des présentations PowerPoint, des présentations Keynote. C'est une plateforme qui appartient aujourd'hui à LinkedIn et entre autres, sur votre profil LinkedIn, c'est possible de partager des présentations PowerPoint présentant votre environnement de travail, présentant votre marque employeur, présentant les événements que vous avez au sein de votre organisation. Bref, ici, il y a quelque chose de très intéressant à aller chercher. Et en tant que professionnel, souvent, on a le réflexe d'aller chercher du contenu sur YouTube pour aller chercher de la vidéo. Mais sachez qu'il y a vraiment beaucoup de contenu en format PowerPoint ou Keynote qui existe sur la plateforme SlideShare qui peut être aussi très intéressante à aller chercher. Donc, YouTube, je pense, pas besoin de présentation. C'est pour déposer donc de la vidéo et après aller la partager sur différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Et vous pouvez aussi, à même la plateforme YouTube, développer des channels qu'on appelle, donc c'est des mini-chaînes télé de votre organisation que vous pouvez développer. Vous avez ici également donc Picasa, Flickr, où on peut développer ou déposer tout simplement des photos. On a ici également Google Photos, donc qui est la plateforme photo de Google qui a été mise finalement de l'avant dans les derniers mois. On a ici également Pinterest. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme pour piner nos intérêts, donc mettre sur un tableau de liège. Épingler, on va dire épingler. Oui, épingler nos intérêts. Alors, vous savez que 95% des membres de la plateforme Pinterest sont des femmes parce que beaucoup de partage de vêtements, de cupcakes, etc. Mais sachez que ça a été beaucoup utilisé à des fins de recrutement. Si vous voulez voir des exemples, allez voir l'armée américaine, allez voir Taco Bell aussi qui ont un compte assez intéressant, Deloitte, comme disent les Français, Deloitte, donc la firme comptable qui l'a aussi bien maximisé à des fins de recrutement. Mais sachez aussi que pour aller chercher du contenu, cette plateforme est très intéressante pour aller chercher des infographiques. Est-ce que vous savez ce que c'est un infographique? C'est les affiches qui sont composées de statistiques, d'images, d'iconographie ou même encore de graphiques. Donc, on présente de façon très dynamique finalement du contenu ou de l'expertise. Et il y en a beaucoup qui sont présents donc sur Pinterest. Donc, ayez le réflexe d'aller chercher peut-être du contenu à valeur ajoutée que vous pourriez par la suite repartager sur vos différents réseaux. Et connaissez-vous ces deux icônes juste ici qui sont, je vous dirais, les applications à la mode? Alors, quand on met les icônes juste ici, je pense qu'il faut qu'on les montre comme ça ici, avec le petit pointeur rouge. Donc, celui-là ici et celui-là. Alors, le premier en bleu, c'est Periscope. Le second en jaune, c'est Meerkat. Alors, celui-là qui est juste ici. Alors, c'est une application qu'on a sur nos téléphones intelligents et ça a été développé pour partager de la vidéo en temps réel avec des réseaux. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez une application sur votre téléphone intelligent, vous ouvrez l'application et là, vous vous promenez par exemple au centre-ville de Montréal et vous voulez partager par exemple les idées de décoration de Noël qui ont été faites un peu partout sur la rue Sainte-Catherine. Vous ouvrez l'application et un message est envoyé à votre réseau qui est présent sur ces différentes applications.
Oui, et ce qui est intéressant avec Periscope, c'est qu'en plus, un message est envoyé directement à votre réseau Twitter également parce qu'il y a un lien entre les deux plateformes. Et là, tous ceux qui le peuvent vont voir en temps réel votre vidéo. Et là, vous pouvez parler à travers votre écran et dire, hey, regardez, les amis, ce que je viens de voir, peut-être que c'est des idées qui pourraient être pertinentes pour nous. Regardez ce que telle boutique a fait. Regardez telle nouvelle décoration. Et en temps réel, votre réseau qui est présent en ligne peuvent envoyer des cœurs sur l'écran pour dire s'ils aiment ou pas. Donc, vous allez voir ces cœurs apparaître et ils peuvent chatter avec vous. C'est-à-dire qu'eux vont vous poser des questions en temps réel et vous pouvez leur répondre via la vidéo, bien évidemment. D'ailleurs, les cœurs ont tellement bien marché, le principe d'appuyer sur les petits cœurs sur Periscope a tellement bien marché pour signifier finalement qu'on est content du contenu que Twitter, qui est propriétaire de la plateforme Periscope, a maintenant changé dans Twitter. Avant ça, c'était des petites étoiles quand on aimait un contenu et là, maintenant, c'est rendu des cœurs depuis hier. Alors, sachez que c'est deux applications qui sont en croissance fulgurante à l'heure actuelle. Et comment vous pouvez les utiliser dans vos organisations? Alors, c'est sûr que c'est des outils c'est du live, ce qu'on appelle du live streaming. Je m'excuse pour le terme anglais, donc la diffusion en direct. Donc, ça peut être utilisé pour couvrir des événements, des conférences de presse, mais aussi de plus en plus, ça va donc être utilisé pour parler des opportunités, des opportunités d'emploi, bien entendu, le contexte où on est aujourd'hui, présenter des réalisations. Fait que je le vois aussi bien, moi, dans un contexte de marque employeur, où on voudrait montrer les belles activités qu'on fait à l'intérieur de notre organisation, des journées avec les enfants ou finalement du caritatif, un petit peu tout ce qu'on pourrait faire. Comme ça peut être aussi pour des événements qui sont directement pris en lien de l'emploi, où on participe à un salon de l'emploi, puis on va diffuser en direct, etc. Bref, c'est vraiment dans l'air du temps de diffuser en temps réel un contenu pour piquer la curiosité des gens. Et de plus en plus, la tendance, c'est que les gestionnaires vont ouvrir la caméra de leur ordinateur portable pour présenter une offre d'emploi. Donc, de se présenter en tant que gestionnaire et de dire, ben, je suis à la recherche présentement d'un candidat possédant telle qualification ou compétence. Donc, si vous êtes intéressé, ben, n'hésitez surtout pas à m'envoyer votre candidature. Et ça, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus présente sur les réseaux sociaux et Periscope et Meerkat vont aider également à ce niveau-là. Sachez que les vidéos sur ces applications disparaissent à l'intérieur de 24 heures. Donc ça aussi, je vous dirais, l'instantanéité de ces nouvelles applications-là fait partie de l'ère du temps. Voyez-vous, ici, on a aussi les plateformes collaboratives. Alors, on a GitHub et Stack Overflow. Si jamais vous cherchez des professionnels en TI, ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez aller faire du sourcing et aller chercher des gens qui font du développement web et qui déposent donc des lignes de code sur ces plateformes. Sachez également qu'il y a des plateformes de CV en ligne, dont les plus populaires sont Do You Buzz, Flavors Me, About Me. Ces plateformes-là sont des plateformes beaucoup plus complètes. Vous savez, LinkedIn est comparé à une carte d'affaires plus, alors que ces sites-là en ligne sont vraiment considérés comme étant des CV complets de ce que vous avez fait, de vos compétences, de ce que vous aimeriez faire dans le futur. Vous pouvez mettre des portfolios en ligne, vous pouvez présenter vos réalisations, avoir des recommandations. Bref, pour aller faire du sourcing, ce sont définitivement des plateformes incontournables. Et autour de tout ça, bien évidemment, il ne faut pas oublier donc la mobilité, la géolocalisation, la réalité augmentée qui deviennent de plus en plus présentes et que l'on ne pourra pas ignorer dans les prochaines stratégies. Alors, comment on utilise tout ça, puis de manière très concrète, quelle plateforme? Alors, il faut bien comprendre que de manière globale, tous les outils qu'on vient de voir sont des outils qui sont pertinents pour diffuser sa marque employeur, son positionnement d'organisation. Mais on va le voir, il y a aussi des outils qui sont plus spécifiques. Alors, ça ne sera pas long, on va changer donc de diapositive. Un instant. On se bat un petit peu avec l'outil ici crayon. On va se remettre sur l'outil. Non. Alors, donc on va voir, il y a des outils. Voilà, on est revenu en mode normal. Je n'arrive plus à changer. Attendez. Voilà, on l'a. Alors, il y a des outils qui vont servir cette fois-ci plus à ce qu'on a appelé du recrutement passif. Ça, je vous disais, c'est pour vous mêler. Le recrutement passif sert à chercher des candidats actifs. Dans le fond, quand on dit recrutement passif, c'est qu'on envoie une offre d'emploi dans les différentes plateformes, sur les différentes plateformes, puis après ça, on attend un retour des candidats. Alors, on ne regardera pas tout en détail, on les a déjà présentés. Bien sûr, les réseaux sociaux permettent cela, puis on va voir comment. Les réseaux de partage de contenu,
on va avoir également les écoles qui ont la plupart du temps, quand on dit les écoles, on va penser aux universités qui vont avoir des services de placement, par exemple, donc on peut diffuser des offres. Votre section carrière, si vous avez un site emploi, bien entendu. Les ordres, organismes et associations vont permettre de diffuser des offres. Les babilleurs d'emploi spécialisés, les babilleurs d'emploi généralistes. Et finalement, en haut, les agrégateurs. Alors, les agrégateurs, juste, on ne l'a pas présenté encore. Des agrégateurs, ce sont des sites web, un petit peu comme Google, donc des moteurs de recherche qui ramassent un contenu et qui vous le proposent. Sauf que dans le cas des agrégateurs, le plus connu étant Indeed, I-N-D-E-E-D, Indeed, c'est un agrégateur qui ramasse uniquement les offres d'emploi et qui les rend disponibles. C'est une des plateformes les plus utilisées en Amérique du Nord pour se chercher un emploi, donc une plateforme à considérer. Du côté du recrutement actif, donc quand on va aller sourcer des candidats, on va aller les trouver, ben on va retrouver sensiblement les mêmes plateformes sur lesquelles on peut trouver des candidats, mais certaines plateformes vont se rajouter, comme par exemple des CVTech privés ou des CVTech publics. Dans les CVTech privés, Indeed et Monster, par exemple, ou même JobBoom, ont des CVTech auxquels vous avez accès, que vous pouvez consulter en payant. Et il y a aussi des CVTech publics, comme par exemple une CVTech qui s'appelle CV Informatique Québec, si je me souviens bien, dans laquelle on trouve des professionnels en informatique. On va retrouver également, comme on l'a dit Émilie, des sites sur lesquels on peut faire comme un mini CV, qui vont être des sites où on peut trouver des candidats, et des plateformes de type wiki comme GitHub et Stack Overflow, surtout pour les gens en informatique. Alors maintenant, de manière beaucoup plus concrète, pour les différentes plateformes, comment les utiliser. Alors, on va commencer par LinkedIn. Alors, LinkedIn, grosso modo, on parle d'environ 400 millions, ça a été annoncé ce matin, 400 millions d'utilisateurs. On parle d'environ 100 millions d'utilisateurs qui vont se connecter quotidiennement sur la plateforme. C'est une plateforme qui s'adresse d'abord et avant tout à des gens qu'on va catégoriser dans les professionnels, donc des gens en administration, des gens dans le domaine de la vente, des ressources humaines, tous les métiers d'administration, marketing, ressources humaines, etc., dans le domaine légal. Et de plus en plus, on voit des gens dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement. C'est vraiment un groupe qui est en explosion sur la plateforme et pour lequel on retrouve de plus en plus de personnes. Bien sûr, on va rencontrer aussi des professionnels, comme je disais, les professionnels en EUT et en OG, comme les psychologues ou les psychothérapeutes, en tout cas, etc. On va en retrouver également. LinkedIn offre de nombreuses opportunités pour diffuser sa marque employeur et ses offres d'emploi. Bien sûr, votre profil comme tel, à titre individuel, on va le voir, il y a des opportunités. Le mur votre mur de nouvelles à vous en tant qu'individu. On va retrouver pour les entreprises, les pages entreprises, une page d'accueil, un mur de nouvelles, une page carrière, ce qu'on appelle des pages vitrines, qui sont des pages secondaires qu'on peut rajouter. On va les regarder ensemble, je vous rassure. Dans les groupes également, on peut participer aux discussions. Il y a des discussions sur les carrières. D'ailleurs, ça va être enlevé dans la nouvelle version qui va arriver bientôt. Il n'y aura plus que des discussions et des affichages de postes dans les groupes. Et bien entendu, on peut faire la publicité aussi, afficher les postes ou la publicité de manière plus directe. Alors, si on regarde de manière très concrète, comment on peut se positionner puis recruter sur, par exemple, LinkedIn? Dans notre profil, comme l'a mentionné un petit peu Émilie, on peut venir un petit peu faire véhiculer notre image de marque. J'avais le terme anglais branding, véhiculer notre image de marque sur notre profil. Donc, par exemple, avoir une photo, comme l'a mentionné Émilie, avec le logo de l'organisation ou des couleurs particulières, donc qui vont valoriser l'organisation. En dessous de notre titre, comme on le voit, on peut avoir un slogan qui rappelle notre marque employeur. On peut utiliser certaines sections comme la section résumé pour présenter notre organisation. Et il y a aussi des outils multimédia, puis on va vous montrer un exemple concret tout de suite après, des outils multimédia qui vont permettre de diffuser par exemple de la vidéo, et ce, toujours à même le profil, de la vidéo, des PowerPoint, en fait des diaporamas, donc, ou des images également. On voulait vous montrer quelques exemples justement de photos brandées et qui permettent justement d'avoir un regard différent. Donc, voyez-vous, juste ici, je vais reprendre le crayon. Je ne sais pas si vous voyez ma fiche, mais je vais reprendre l'équivalent. Alors ici, voyez-vous, c'est l'équipe de recrutement de la capitale, les assurances La Capitale. Donc, pas besoin de vous dire qu'à chaque fois qu'une de ces personnes partage du contenu sur le mur LinkedIn, on n'a pas besoin de retourner voir pour qui la personne travaille. Au contraire, juste par l'arrière-plan de sa photo, on le reconnaît très facilement. Et vous savez, de rentrer un photographe lors d'une activité d'employé, c'est ultra mobilisant pour les employés. Les gens aiment beaucoup ça et par la suite, ils aiment bien évidemment utiliser la photo si elle est bien réalisée.
aussi et ça nous permet d'avoir une belle présence sur les réseaux sociaux. Ici, vous avez l'exemple de Michelin. Voyez-vous, ils ont pris tout simplement un pneu de vélo de course. Une chance, c'était pas de voiture de course parce que sinon, on les aurait pas reconnus. Et tout ce qu'on leur a dit, c'est de s'amuser avec le pneu. Donc, avec le concept, on les reconnaît aussi également très, très, très rapidement lorsqu'ils partagent du contenu. Et voyez-vous, ici, c'était Keurig Canada. Donc, Sébastien, bon, il n'est plus pour la compagnie aujourd'hui, mais Sébastien, à ce moment-là, avait une photo avec la machine Keurig. Il y en avait d'autres, c'était les sacs de café. Il y en avait d'autres, c'était les capsules de café. Bref, de voir comment on peut se faire reconnaître facilement et de représenter l'organisation par le fait même. Oui, mais dans le réseau scolaire, les gens sont assez créatifs. Je n'ai pas vraiment d'inquiétude. Non, j'ai vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors, si on regarde d'autres façons donc de véhiculer son message, on le voit ici dans le cas de L'Oréal. Ils ont utilisé dans les profils LinkedIn, on peut donc venir diffuser sa marque employeur en mettant une image de fond en arrière de son profil. Donc, on le voit dans la première image ici, c'est le cas de L'Oréal. On voit aussi, on vous disait, utiliser l'espace où on peut marquer son titre professionnel pour mettre un message. Donc, on le voit ici avec l'exemple de Manpower, où la personne a donc écrit bilingual senior recruiter seeking innovative talent for all Manpower corporate and roles and Canadian branches. Donc, on le voit, la personne véhicule en même temps le fait qu'elle est à la recherche de gens, de talents innovateurs, etc. pour créer une organisation. Et même chose pour la personne juste en dessous, chez Expedia. On vous parlait des éléments multimédia. Alors, Émilie, est-ce qu'on prend le risque d'aller une seconde sur ton profil en ligne pour montrer concrètement ce que ça donne? Non, on va y aller avec ça. On va y aller plus avec ça pour être sûr de ne pas décrocher. OK. Alors, comme on le voit ici, dans votre profil LinkedIn, vous avez vraiment des zones multimédia. Donc, par exemple, dans la section résumé ou dans la section expérience, on peut intégrer du contenu multimédia. Donc, on voit ici deux exemples. Encore une fois, Expedia, puis on a mis l'exemple de LinkedIn, la compagnie LinkedIn comme telle, qui utilise à l'intérieur finalement du profil les espaces multimédia pour diffuser de la vidéo. Donc, on voit ici, il y a The Expedia Workplace ou Expedia Overview. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Là, on vous a mis des exemples en anglais d'Expedia, on s'en excuse, mais vous pouvez aller voir les profils de certaines personnes au recrutement, par exemple chez Desjardins, qui vont utiliser aussi des vidéos comme ça. Quand vous êtes dans votre interface LinkedIn, voyez-vous, vous allez trouver tout simplement un endroit à côté d'expérience avec un logo, là j'essaie de vous dessiner, qui ressemble à ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est le logo sur lequel, je suis pas mal, hein? Je te trouve quand même habile. Donc, vous cliquez sur ce logo-là et vous allez pouvoir autant partager un lien web, de la vidéo, donc du contenu qui est en ligne, autant que du contenu qui peut provenir directement de votre bureau d'ordinateur. Et donc, PowerPoint, vidéo, lien, ça peut être des photos JPEG, ça peut être des PDF. Bref, soyez imaginatifs. Imaginez que quelqu'un arrive sur votre profil. C'est quoi l'image que vous voulez projeter de prime abord, autant avec votre photo de profil, la photo d'arrière-plan, et de maximiser ces éléments multimédia. Donc, effectivement, ces contenus multimédia peuvent être partagés dans la section expérience de votre profil, dans la section résumé, en anglais ça s'appelle summary, mais c'est résumé en français. On peut le retrouver dans la section formation et on peut, non, ça fait le tour, c'est les enfants, on peut retrouver donc ces éléments multimédia. Alors, bien entendu, on peut utiliser aussi notre mur. Le mur, c'est le terme consacré pour parler de l'endroit où on diffuse nos nouvelles. Si vous êtes familier, bien entendu, avec Facebook, c'est donc votre journal dans Facebook. Sur LinkedIn, on va appeler ça le mur de nouvelles. Et là, on vous montre toute une série de façons de diffuser de l'information sur votre organisation. Sur la page qu'on a ici, c'est d'abord et avant tout des nouvelles qui vont avoir tendance à valoriser votre positionnement employeur. Donc, vous voyez, la compagnie d'assurance La Capitale a mis des petites images, donc on vous montre à l'heure actuelle, où il y a simplement un slogan de marque employeur. L'essentiel, c'est toi. Donc ça, c'est vraiment le slogan pour la marque employeur. On montre quelqu'un qui travaille en informatique et en dessous, vous ne le voyez pas, c'est écrit en tout petit, mais c'est vraiment l'adresse du site web de la section carrière pour voir les emplois en informatique. C'est assez intéressant parce qu'il maximise un élément très, très, très populaire à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux qui s'appelle le snacking content. Donc, le contenant collation, si on fait la traduction. Donc, c'est de dire comment je peux capter l'attention des gens via une image, un slogan, 3-4 éléments d'information et
un bouton d'appel à l'action, donc call to action, pour envoyer vers une page Facebook, une page LinkedIn ou sur le site web de l'organisation. Alors, pourquoi je vous dis que c'est du contenu de positionnement employeur, de marque employeur? C'est parce que dans le cas du monsieur qu'on voit, monsieur Joe Guidarelli, le but, ce n'est vraiment pas de diffuser une offre d'emploi, mais beaucoup plus de dire, regardez, à la capitale, on a des gens qui travaillent en informatique. Donc, si c'est un type de poste que vous recherchez, ben, venez jeter un coup d'œil sur notre site web. Pensez à nous. Pensez à nous. Même chose au niveau des autres exemples qu'on vous donne. Donc, par exemple, la capitale, où on voit le pouce de Facebook qui viennent juste dire ben, on est employeur de choix. Même chose au niveau de la Banque nationale, juste en dessous, ici, où c'est parmi les meilleurs employeurs. Ou encore donc le message de la Banque Laurentienne où on dit directement, ben, écoutez, c'est intéressant de venir travailler chez nous, 100% de vous nous intéresse. Ici, des exemples de snacking content dont tu parlais, nous. Donc, c'est exactement ce que je vous présentais tout à l'heure sur l'autre diapo. Donc, de dire une image accrocheuse, on maximise vraiment l'espace que la plateforme nous permet de mettre une image. Donc, voyez-vous, dans le premier cas, juste ici, l'essentiel, c'est toi, c'est tout simplement de dire, pour nous, nos gens sont importants, de faire la promotion également, donc, en informatique, donc des postes en informatique. Et vous voyez, on a même maximisé ici l'espace message en disant tu as 10 ans d'expérience en TI, nous avons le poste parfait pour toi et un lien direct. Donc, si vous essayez encore aujourd'hui d'utiliser les offres d'emploi qui sont longues, complexes et qui nous donnent l'impression finalement qu'il n'y a pas vraiment personne qui cadre exactement avec tous les éléments qu'on peut retrouver tellement c'est long et c'est complexe et qui ne fit pas nécessairement avec la petite boîte, on va passer à côté. Les gens, ce qu'ils recherchent de plus en plus, c'est d'avoir des projets, des défis et de voir comment leurs compétences peuvent être mises de l'avant. Donc, c'est définitivement des offres d'emploi de ce type-là qui vont être beaucoup plus parlants. Voyez-vous ici, encore une fois, Isabelle, donc de chez Nautilus, nutritionniste recherchée, succursale de Saint-Hyacinthe, postulée en ligne, c'est très rapide, le message passe rapidement, on accroche l'œil et on passe à l'action. On vous a mis trois autres exemples en fait juste après. Donc, voyez-vous ici, un exemple où on a utilisé aussi le texte. Donc, l'image ne sert finalement que à capter l'attention. Donc, on est vraiment dans l'esprit du snacking. Chargé de projet senior en structure. Et au-dessus, on a un petit peu plus de description par rapport au type de poste. Alors qu'en dessous, dans le cas du message de Jean Habib, qui est coordonnatrice administrative, c'est vraiment l'image qui fait foi finalement de présentation de l'emploi. Et après ça, on va donc sur le site l'indispensable.com pour soumettre sa candidature. Une fonctionnalité que vous n'avez peut-être pas, mais que vous allez avoir éventuellement, c'est la fonctionnalité de blog sur LinkedIn qui vous permet de mettre des messages longs. Donc, quand on est sur le mur de nouvelles de LinkedIn, ce sont des messages courts qu'on va transmettre. Alors qu'au niveau des blogs, ben, l'idée, c'est vraiment de transmettre un message qui va être beaucoup plus long et qui va demeurer attaché à votre profil. Donc, quand vous êtes sur le mur de nouvelles de LinkedIn, vous avez trois options. Publier une nouvelle. En fait, à l'heure actuelle, vous avez probablement pour la plupart d'entre vous deux options, publier une nouvelle ou publier une photo. Mais certains d'entre vous l'ont peut-être, ou les autres, vous allez l'avoir sous peu. Il y a une troisième option qui est publier un post. Ils l'ont mis en anglais, c'est le rôle de publier un post. Et ça vous permet ils l'ont mis en français de France. Oui, c'est du français de France, publier un post. Et donc, ça vous permet vraiment de partager beaucoup plus un contenu long de type blog sur la plateforme. Alors, bien entendu, ceux qui veulent en savoir plus sur vraiment comment faire tout ça, etc., ça a été dit dans les messages, il y aura une formation approfondie sur LinkedIn qui va être offerte par votre organisation. Également des pages entreprises ou des pages vitrines, vous le savez, il y a possibilité finalement d'avoir une page entreprise. De manière complètement gratuite. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, il y a trois options dans les pages. La première, c'est la page d'accueil qui va présenter finalement des nouvelles de l'organisation. Ça, c'est tout à fait gratuit. La deuxième option, ce sont des onglets carrière. Donc, sur la page de Home Depot, on le voit, c'est le deuxième onglet carrière. Ça, c'est un onglet qui est payant, donc pour lequel ça coûte entre 10 000 et 30 000 $ de mémoire. Donc, ça permet vraiment de faire la diffusion des emplois de manière précise. La troisième option, ce sont des pages vitrines qui sont des pages secondaires qu'on peut rajouter également.
et qui vont permettre de s'adresser à un segment de manière plus particulière. Si vous voulez voir un exemple concret de page vitrine, vous pouvez venir sur notre site, donc notre page entreprise HRM Group sur LinkedIn et vous allez voir, c'est les pages qui apparaissent sur le côté ici. Donc, c'est intéressant parce que pendant un certain laps de temps, il y avait même plus d'abonnés à nos pages en fonction de notre expertise qu'au niveau de la page entreprise parce qu'on va vraiment segmenter le contenu via ces pages-là. Un autre exemple aussi bien maximisé, c'est HP. Donc, si vous voulez des exemples de pages vitrines, allez voir également ce que HP a fait à ce niveau-là. Donc, il faut bien comprendre que chaque plateforme offre une multitude de possibilités pour communiquer. Habituellement, on va toujours retrouver donc, comme on a dit tantôt, son profil, le mur, des pages entreprises, des groupes, etc. Et vous allez voir ce qu'on vient de vous montrer sur LinkedIn, ça se répète finalement au niveau de Facebook. Par contre, sur Facebook, il y a une petite nuance. Sur LinkedIn, les gens sont prêts à se faire interpeller de manière très directe sur la plateforme pour qu'on leur fasse une offre d'emploi. Alors que sur Facebook, les gens sont là d'abord et avant tout pour des questions beaucoup plus sociales, pour avoir des nouvelles de leur famille, pour parler à leurs amis, et donc sont moins intéressés à se faire interpeller. Donc là aussi, je peux avoir un profil sur lequel je vais parler de moi, je vais diffuser des nouvelles sur mon journal, mais c'est beaucoup plus des pages d'entreprise qui vont être pertinentes dans le cas de Facebook, parce que si les gens ont le goût d'avoir des nouvelles à votre sujet, ils vont venir sur la page entreprise, et là, vous avez de multiples possibilités. Votre page d'accueil, qui va vous parler, dans le fond, le à propos de votre organisation peut être un outil pour communiquer. Le mur de nouvelles, qu'on appelle le journal dans Facebook, va permettre de communiquer des nouvelles également. On peut venir rajouter des onglets comme un onglet carrière, on va vous montrer des exemples, ou encore des onglets personnalisés, c'est tout à fait gratuit. On peut rajouter un onglet personnalisé qui va permettre de mettre absolument ce qu'on veut, c'est programmable en HTML comme un site web. Les groupes sont peut-être un petit peu moins pertinents pour recruter, mais encore là, si vous avez des groupes d'expertise, ça peut être intéressant. Et finalement, il y a également de la publicité sur Facebook. On vous montre quelques exemples ici. Encore une fois, on a pris des grandes entreprises. On sait que ça vous représente peut-être un petit peu moins. On parle de Sodexo et de L'Oréal ou Desjardins. Mais on trouvait ça super intéressant parce que c'est des entreprises qui ont beaucoup d'initiatives sur ces plateformes-là. Et donc, ça peut être très inspirant d'aller suivre ces pages-là spécifiquement pour voir un petit peu toutes les possibilités. Tout ce qu'ils font, vous avez les moyens de le faire. C'est un petit peu la beauté des médias sociaux. C'est que bien sûr, s'il y a des grandes vidéos très élaborées, il y a des coûts associés à ça. Mais en termes de fonctionnalités, la plupart des fonctionnalités sont gratuites et donc accessibles aussi bien aux OSBL avec 10 employés qu'aux multinationales avec 150 000 employés. Je pense par contre un bémol qu'on pourrait apporter par rapport à Facebook, c'est que sur votre page entreprise, il faut être conscient que tout ce que vous publiez ne sera pas vu par l'ensemble des personnes qui vous suivent. Et ça, je pense que c'est un bémol important à apporter. En fait, les gens qui vont vous voir, ça va être les gens qui vont être les plus actifs ou qui vont revenir le plus souvent sur votre page. Les autres, il se peut fort bien qu'ils ne reçoivent pas les communications ou les posts donc, que vous allez apporter sur votre page entreprise. Donc ça, je pense que c'est une nuance importante à apporter par rapport à Facebook. Alors, même chose que sur LinkedIn, on peut utiliser la plateforme pour finalement diffuser des nouvelles à valeur ajoutée, ce que Émilie parlait tantôt, donc des nouvelles d'expertise. On voit ici le cas de l'espace Carrière Desjardins. On peut l'utiliser pour diffuser de l'information sur l'organisation. Encore une fois, l'exemple de l'espace Carrière Desjardins où on parle des belles réalisations de l'organisation. Mais on peut également l'utiliser pour diffuser ses posts. Donc, dans le cas de L'Oréal et de Sodexo qu'on vous montre à l'écran, ils payent pour une application qui s'appelle Work4, qui permet vraiment de diffuser, en fait, comme si on avait une section carrière sur la page Facebook. Mais vous pouvez tout simplement, et ça, il y a des coûts associés qui sont quand même, qui peuvent être assez importants. Ça peut être assez important, oui. Mais vous pouvez tout simplement, sur le mur de nouvelles, diffuser des offres d'emploi, comme on le voit ici dans l'exemple de Desjardins, avec les limites que Émilie exprimait, à savoir que ce ne sont pas forcément tout le monde qui va le voir, mais bien les personnes qui sont plus actifs, qui cliquent plus souvent sur votre page, etc., dont il y a un algorithme qui va venir prédéfinir qui voit ces nouvelles. Si on continue avec Twitter, toujours le même principe. Sur Twitter, on peut également partager des nouvelles à travers sa bio, ce qu'on appelle la bio, mais qui est beaucoup plus limitée. Parce que dans le fond, c'est quelques lignes. C'est le texte, on va vous montrer tout de suite après le texte qui apparaît sur le côté de notre page Twitter. Avec peut-être une petite nuance, sur Twitter, on n'a pas des pages professionnelles ou personnelles, on utilise toujours la même interface, donc ça sert à l'un ou à l'autre. Et donc, qu'on soit une entreprise ou un individu qui veut rayonner, faire rayonner les offres d'emploi sur les médias sociaux, on peut utiliser donc sa biographie
les quelques lignes. On peut utiliser le mur de nouvelles qui est vraiment la partie la plus importante de Twitter. On peut utiliser ce qu'on appelle aussi des collections qui permettent de venir épingler des nouvelles spécifiques, ou on peut utiliser des listes qui vont permettre finalement de transmettre à des individus plus spécifiques à travers des messages directs. Alors, Twitter, il faut faire attention, environ 10% de la population. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui est là-dessus. Au niveau du corps enseignant, c'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait surreprésentation. Ça va être plus des gens en informatique qu'on va les retrouver. Des gens en communication, en finance. Vous savez, exactement. où on a besoin d'avoir accès à l'information très, très, très rapidement. Mais comme je mentionnais, si vous avez un compte Twitter qui est déjà bien actif pour les communications, les médias, etc., rien ne vous empêche aussi, une fois de temps en temps, de passer quelques messages RH à travers tout ça. Et à une grande surprise, des agronomes aussi étaient très présents sur la plateforme. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment vérifier au niveau des différents segments que vous voulez rejoindre qui est présent. Par contre, la grande force de Twitter, c'est que ça permet vraiment de passer un message rapidement. Là, ça n'arrête pas de tweeter ce matin avec tous les ministres qui ont été choisis par le gouvernement Trudeau. Là. Donc, aussitôt que la nouvelle est annoncée, tout de suite, c'est diffusé sur le mur. C'est ce qui fait la grande force, finalement, de Twitter, c'est l'instantanéité. Tout ça, comme vous le savez, en 140 caractères. Donc, le principe de Twitter, c'est très simple. Des gens viennent s'abonner à ma page Twitter. Et donc, par la suite, chaque fois que je diffuse une nouvelle dans ma petite fenêtre de communication, tous les gens qui sont abonnés vont le recevoir. Sur LinkedIn et Facebook, c'est un service qui est mutuel. Donc, si je suis en contact avec vous, vous allez être en contact avec moi. Donc, vous allez voir mes nouvelles, je vais voir les vôtres. Sur Twitter et sur Google+, c'est des abonnements. Donc, ce n'est pas réciproque. Les gens peuvent être abonnés à moi sans que moi je sois abonné à eux. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on voit un petit peu sur la page ici, on vous a mis l'exemple de notre compte Twitter. Ça dit que nous, on est abonnés à 875 pages et qu'il y a 1064 personnes qui sont abonnées à notre propre page. Ça veut dire que chaque fois que je diffuse mon message en 140 caractères juste ici, eh bien, il y a 1064 personnes qui vont le voir. Et moi, je vois ici sur mon mur de nouvelles les messages qui sont diffusés par les 875 personnes à qui on est abonné. Donc, c'est un principe beaucoup plus d'abonnement sur Twitter et sur Google+. Donc, on vous disait tantôt, il y a une petite bio. Ce qu'on vous montre maintenant, c'est la page telle que le voient les gens qui viennent consulter votre profil. Donc, il n'y a pas énormément d'informations qu'on peut diffuser, mais on voit ici, par exemple, la petite bio dans laquelle, oups, là, j'ai pas pris la petite, le petit pointeur rouge. Donc, on le voit ici, la petite bio qui vous permet de transmettre quelques informations, l'adresse d'un site web éventuellement, et ici les informations sur votre compte. C'est beaucoup plus limité. Hein. On est plus sur Twitter dans un mode diffusion, alors que sur LinkedIn et Facebook, on est beaucoup plus dans un mode qui va être, à ce moment-là, relationnel. Pour ceux qui sont moins familiers, très rapidement, autopsie d'un tweet. Des fois, ça a l'air un petit peu étanche. Quand on regarde un tweet, on ne comprend pas qu'est-ce qu'il a écrit, etc. Donc, on vous a fait rapidement le tweet 101. Donc, dans le tweet 101, qu'est-ce qu'on retrouve? Au numéro 1, le nom de la personne ou de l'organisation qui diffuse. En numéro 2, la photo ou le logo de la personne de l'entreprise qui diffuse. En numéro 3, on va retrouver l'identifiant Twitter de la personne. Donc, ça s'écrit arrobas et un code que la personne a décidé. Ici, c'est Stacy Zappar, qui est donc l'identifiant. Donc, ça veut dire que quand je veux trouver cette personne-là, je tape twitter.com / Stacy Zappar et j'arrive sur son compte. Au numéro 4, on va retrouver, donc c'est la phrase « Here's a fun social recap », etc. Donc, un message maximum 140 caractères qui est un petit peu le message qu'on veut envoyer. Au numéro 5, on retrouve un lien bit.ly ou autre. C'est un URL, une adresse web qu'on a compressée, qu'on a comprimée pour ne pas qu'elle prenne trop de place dans nos 140 caractères. Donc, vous voyez, bit.ly, c'est une plateforme qui permet de raccourcir des URL. Au numéro 6, on retrouve les fameux mots-clics ou hashtags en anglais. Donc, on voit un petit dièse avec un mot en arrière. C'est le mot-clé qu'on va utiliser pour que les gens retrouvent facilement le message qu'on avait diffusé. Donc, c'est un petit peu la thématique de notre message. Et finalement, quand on intègre dans le message à commercial et un nom après, c'est qu'on mentionne des participants de Twitter. Et ça va faire deux choses. Ça va faire que, un, les gens qui lisent notre message voient que
on voulait mettre l'emphase sur ces participants à Twitter, donc on voulait les mentionner dans notre message. Et deux, les personnes qui sont mentionnées vont le voir apparaître sur leur mur. Alors oui, c'est un petit peu étanche, mais c'est un outil intéressant. Alors, comment on s'y prend? On vous montre ici l'exemple d'une grande banque, la manière qu'elle l'utilise. Donc, une image de fond, une petite bio et des messages qui sont vraiment ciblés. On va vous montrer de manière plus spécifique. Donc, on maximise ici l'image de fond, on maximise le nom du compte, la biographie, le partage de photos, etc., mais aussi tout le corps du texte où on peut venir épingler des messages. En fait, un message qui va rester toujours le premier. On peut partager des vidéos, des liens, etc. Donc, vous voyez un petit peu comme dans les profils ou le mur de LinkedIn. Alors, un exemple d'utilisation très concret, une autre banque ici. Voyez-vous, ici, c'est un compte pour les stagiaires, donc la BNP. Et ici, le compte de la Société Générale. On trouvait ça intéressant de vous le présenter encore une fois pour vous inspirer. Eux, plutôt que de parler juste de leur organisation, ce qui aurait pu paraître très auto-centré, très égocentré, ils se sont dit non, on va faire autre chose. On va donner des conseils aux chercheurs d'emploi. Et donc, les gens vont être intéressés à s'inscrire à notre profil Twitter. Et donc, par la suite, ça permet finalement d'alterner à travers les conseils en emploi, d'alterner des messages où on fait la promotion de l'emploi. Donc, leur contenu à valeur ajoutée, c'est des conseils pour les chercheurs d'emploi. Et ensuite, ils vont intégrer, comme on le voit ici, des offres d'emploi, soit des campagnes de recrutement, soit des offres d'emploi spécifiques à l'intérieur, finalement, des autres messages. Et ils vont aussi alterner, bien entendu, des messages qui font la promotion de l'organisation. Donc, vous l'aurez compris, avec le contenu à valeur ajoutée, on intéresse les gens à notre mur. Ici, c'est Twitter, mais c'est la même chose pour une page entreprise LinkedIn ou une page entreprise Facebook. Et une fois qu'on a intéressé les gens, qu'on a grossi notre bassin, finalement, d'individus, ben là, ça nous permet de les rejoindre avec des messages qui sont beaucoup plus des messages d'emploi. Très rapidement, Google+, on la présente de moins en moins, mais compte tenu que vous êtes dans le secteur de l'éducation, on vous le montre, parce que Google+ offre une suite qui s'appelle Google Apps for Education. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisent. On a eu la chance donc de travailler avec l'ETS qui utilise déjà cette plateforme-là. On sait que Radio-Canada l'utilise également. L'UQO, l'Université du Québec en Outaouais l'utilise également. Donc, c'est vraiment de dire comment on peut maximiser l'ensemble des outils et la collaboration finalement que nous offrent les différents outils de Google pour les mettre à la disposition de nos employés et de nos étudiants également. Donc, une plateforme fort intéressante à découvrir. Alors, sans répéter tout ce qu'on a dit, même chose. Donc, il y a des profils personnels, des profils entreprises. On peut diffuser des nouvelles sur le mur. On peut, de manière plus spécifique, présenter notre organisation. Ici, on vous a mis l'exemple de ACO Solutions, qui est une firme de recrutement dans le domaine de l'informatique au Québec. Et ce qui est intéressant qu'on voulait vous mentionner, c'est que quand vous diffusez sur le mur de nouvelles de Google+, eh bien, c'est très bien référencé dans le moteur de recherche de Google. C'est la même compagnie, la même famille d'outils. Donc, ça donne vraiment une prépondérance à ce que vous faites circuler. Donc, quand les gens vont taper un mot-clé qui est un mot que vous avez utilisé dans l'offre d'emploi, ben, ça va ressortir dans Google, ce qui est un net avantage. Donc, vous pouvez, on a repris l'exemple ici d'SEO Solutions, encore une fois sur le mur, diffuser des offres d'emploi, le faire de manière très conventionnelle ou de manière plus amusante, comme vous voyez, exemple ici. Les sièges les plus convoités, c'est définitivement une des publicités qu'on aime le plus. Si vous avez l'occasion d'y jeter un coup d'œil tout à l'heure, ça s'adresse vraiment à des gens en TI. C'est pour un segment très geek, si on peut le dire ainsi. Mais allez jeter un coup d'œil, c'est très ingénieux et créatif ce qu'ils font pour recruter. Alors finalement, les plateformes de partage de contenu. Donc, comme je vous le mentionnais, oui, c'est bien de bien connaître nos segments. C'est intéressant aussi de poser des questions pour savoir quel est le type de contenu que ces segments-là recherchent. Et une fois qu'on connaît les contenus, bien, de faire varier les contenants également. Et les réseaux de partage de contenu nous permettent vraiment de jouer sur ces tableaux-là. Alors, vous voyez ici, on a YouTube pour la vidéo, SlideShare pour partager les diaporamas, donc que ce soit en PowerPoint ou en Keynote, ou Pinterest, donc pour partager des photos, des images. Ce qui est intéressant également avec les réseaux de partage de contenu, c'est de faire du marketing viral. Alors, vous avez tous probablement reçu les années passées, dans le temps de Noël, les fameuses cartes de Noël où vous pouviez mettre votre visage à la place des petits lutins qui dansaient. Donc, c'est exactement ça, c'est de se dire comment on peut créer
du contenu suffisamment drôle, intéressant pour que nos réseaux aient le goût de le partager dans leur réseau. Les avantages de ça, c'est que ça circule très rapidement parce qu'on est allé segmenter un contenu pour un segment en particulier. Le coût est extrêmement faible. Ça va s'auto-positionner auprès d'une clientèle cible parce qu'habituellement, si je fais un contenu, par exemple, pour des professeurs, je vais l'envoyer auprès de mes professeurs de mon réseau qui, eux, risquent de l'envoyer auprès des professeurs de leur réseau. Donc, ça peut s'auto-positionner de façon très intéressante. Et le taux de lecture est excellent puisqu'habituellement, ce sont nos amis qui nous l'envoient. Donc, si nos amis nous l'envoient, on sait que ça risque de nous intéresser. Alors, parmi les grandes campagnes, bien entendu, il y a l'hôpital Sacré-Cœur qui a fait un vidéo. Un lip-dub. Un lip-dub qui a beaucoup circulé. C'est un exemple de contenu viral. Un petit clin d'œil aussi pour l'Opéra Royal de Londres qui voulait faire la promotion du fait que, puis ça vous montre très bien le type de message qu'on peut passer, qui fait que dans un opéra, on n'embauche pas juste des chanteurs et des danseurs d'opéra, on embauche aussi des gens pour les postes de soutien, comme par exemple en informatique, à l'entretien, etc. Donc, un exemple de campagne virale, ils ont fait chanter et danser leurs employés de soutien. Ils les ont fait filmer, donc c'est terrible. Les gens dansent et chantent très mal, mais c'est très drôle. Ils ont utilisé c'est de l'humour britannique, par contre. Hein? Et à la fin du petit vidéo qui dure quelques secondes, 10-15 secondes, il y a un message qui dit ben, même si vous ne savez pas chanter ou danser, de toute évidence, vous pouvez travailler pour l'Opéra Royal de Londres. Donc, c'est un exemple de campagne virale très intéressante. Une autre campagne ici, je ne sais pas si vous connaissez la petite boîte en TI Ellipse de Québec, qui a commencé avec une trentaine d'employés qui sont rendus maintenant à plus d'une centaine d'employés. Et comme ils s'adressaient à des gens en TI, ils sont allés directement donc sur le web pour faire leur recrutement. Et si vous allez voir leur campagne, entre autres sur YouTube, c'est comme si on faisait une programmation. Donc, ton patron est-il con? Et là, il y a vraiment un moment d'attente et le mot continue par la suite constamment sur ton dos. Ben, si tu veux pas qu'il soit constamment sur ton dos, viens travailler chez nous, on va le faire disparaître. Donc, c'est une campagne qui a très bien fonctionné. Et vous jetterez un coup d'œil juste en dessous de la vidéo. Voyez-vous, il y a vraiment les avantages d'aller travailler pour Ellipse, dont une semaine dans le sud à chaque année qui est donnée à tous leurs conseillers. Donc, c'est un argument, je vous dirais, d'attraction et de fidélisation pour cette organisation qui est quand même assez importante. Une plateforme connue dans le réseau de l'éducation, slideshare.net, c'est le YouTube du diaporama. Si vous ne la connaissez pas, il faut absolument y aller. Donc, ça permet de rendre disponible, un peu comme sur YouTube, on rend des vidéos disponibles, là, on peut rendre disponible des diaporamas. Donc, on peut l'utiliser pour partager de l'expertise, éduquer, pour promouvoir son organisation ou pour partager ses belles réalisations. On a également Pinterest, comme je vous mentionnais tout à l'heure, où on peut finalement mettre des photos de nos réalisations. Donc, vous voyez, ici, on a l'exemple de carrière donc de l'armée américaine. Vous avez aussi Target, feu Target au Canada, oui. Mais en fait, aux États-Unis, ils sont encore très, très, très présents. Allez jeter un coup d'œil pour voir comment ils maximisent cette plateforme-là. Bien évidemment, si vos segments se trouvent sur ces plateformes, mais allez chercher du contenu aussi, comme je vous le mentionnais précédemment, pour les infographiques qui peuvent être très pertinents et qui vous permettent de repartager du contenu différemment sur vos plateformes. Dans le domaine de l'éducation, il y a énormément de matériel sur Pinterest, c'est assez intéressant. Parce qu'on utilise beaucoup l'iconographie, les graphiques, etc. pour passer du contenu. Alors, très rapidement, pour vous faire sourire, les petites campagnes différentes, puis on finit là-dessus sur ces différents outils-là. Snapchat, c'est donc la plateforme que mentionnait Émilie tantôt, qui permet de diffuser un contenu qui disparaît après 10 secondes. Ben, ça a été utilisé en recrutement. Donc, ils ont maximisé le côté éphémère, finalement, de la plateforme. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont dit, c'était dans le domaine finalement des communications marketing, ils ont dit aux gens, ben, si vous voulez présenter votre portfolio pour qu'on vous embauche, présentez-le en 10 secondes. Donc, ils ont vraiment maximisé. On s'entend, c'est pas la meilleure façon de recruter, mais c'est pour vous montrer un petit clin d'œil sur des façons différentes de partager finalement le contenu. Et donc, les gens avaient 10 secondes pour présenter leur contenu sur Snapchat et se rendre intéressant. La même chose a été fait avec Vine. Alors Vine, le principe de Vine, c'est de faire une vidéo en 6 secondes. Donc, le même concours a été envoyé. Présentez-nous votre candidature en 6 secondes. Donc, c'était assez intéressant ce qui a été fait à ce niveau-là. Sur Instagram également, si vous avez du contenu qui est très visuel, il y a possibilité finalement de diffuser des photos. Donc ici, on vous a mis encore une fois des grandes organisations, hein, l'armée française, puis Starbucks, c'est pour vous inspirer. Donc, au lieu de partager un contenu textuel, ils partagent un contenu photo
pour permettre aux gens de voir un petit peu le climat de travail et l'ambiance de travail dans ces organisations-là. Periscope, on en a parlé un petit peu tantôt, allez jeter un coup d'œil, hein, il y a des choses intéressantes. Il n'y a rien qui se fait de manière ultra concrète en recrutement, mais éventuellement, pourquoi pas, on disait tantôt, se filmer en train de présenter un poste, ça pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant et donc ça pourrait être une avenue à regarder. Dans la suite de la présentation que vous retrouverez, on vous a mis quelques outils, mais on vous les présentera pas en détail. C'est des outils qui vous permettent d'aller trouver des candidats en utilisant des moteurs de recherche sur les différentes plateformes. Alors voilà, ça fait déjà le tour de la présentation que nous avions pour vous ce matin. Je vais réallumer ma caméra. On voulait voir avec vous, est-ce que vous auriez des questions pour nous, des questions auxquelles on n'aurait pas répondu ou sur lesquelles vous avez besoin d'un peu plus de détails? Alors, vous avez vu, beaucoup de matériel, bien entendu. On pourrait passer une semaine à vous en parler. Donc, je voulais rappeler un petit peu qu'il y aura une formation qui sera offerte plus complète sur LinkedIn pour s'il y en a qui veulent. Mais si jamais vous avez des questions sur ce qu'on a vu, bien entendu, on va y répondre immédiatement. Alors, on a ici une question de Janice Lemoignant. Alors, je vais allumer votre micro. Voilà, vous pouvez poser votre question. Est-ce que le micro marche? Ah, sinon on va le faire par écrit. Je vois ici, oui, on a une petite bulle. Alors, est-ce que vous allez avoir le PowerPoint? Oui, tout à fait. Il va vous être partagé par votre organisation, donc par la fédération, qui va vous le transmettre donc par la suite. Il n'y a aucun problème. Oui, vous allez l'avoir. Et on va vous inviter également à venir nous solliciter sur LinkedIn si vous le souhaitez, parce que nous offrons du service après-vente. Donc, n'importe quand, oui, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a présenté ou des questions sur des nouvelles plateformes, etc., n'hésitez surtout pas, ça nous fait vraiment plaisir. On va répondre à toutes vos questions. Alors, on a une autre question ici de Madame Geneviève Pilon. Alors, quels sont les pièges à éviter pour ne pas perdre le contrôle de l'information véhiculée? Alors, c'est sûr et certain, si je peux me permettre, que si on va sur les réseaux sociaux, le contrôle de l'information est extrêmement difficile. Ça, on ne se le cachera pas. Par contre, le fait d'y être présent vous permet au moins de réagir, de venir nuancer les propos. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel. Oui. Alors, des choses intéressantes. Pour éviter que le contenu soit transformé, il y a des différents paramétrages qu'on peut faire qui évitent aux gens de commenter le contenu, par exemple. Dans Facebook, on peut éviter que les gens viennent écrire sur le mur. On ne peut pas empêcher les commentaires, mais on peut empêcher que les gens viennent écrire. On peut aussi choisir des formats qui risquent moins d'être déformés, comme par exemple utiliser des PDF. Donc ça, c'est des façons de faire qui vont permettre que les gens n'altèrent pas le contenu. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, les gens qui sont moindrement habiles en informatique peuvent facilement récupérer le contenu. Je dirais que en aval aussi, on peut avoir des outils de veille qui vont permettre de s'assurer de bien suivre le contenu sur le web et éventuellement de réagir. Et puis, bien entendu, je dis toujours tourner 7 fois son doigt autour du clavier avant d'appuyer sur la touche Enter, s'assurer que notre contenu n'est pas sujet à interprétation, qu'il n'y a pas de coquille, qu'on a vraiment l'impression de faire le tour de la question. Ça fait définitivement partie des bonnes pratiques là, pour éviter un petit peu que l'information circule mal. Comme tu le mentionnais, de plus en plus dans les pratiques courantes, surtout des grands magazines, des grands journaux un peu partout à travers le monde, c'est vraiment d'enlever les boîtes commentaires. Parce qu'on s'est rendu compte que sur un éditorial ou encore sur un article de fond, souvent les gens qui venaient donner leurs commentaires avaient quasiment plus de poids que les journalistes qui avait fait vraiment une recherche en profondeur. Donc, on garde toujours une boîte, posez-nous vos questions, donnez-nous vos suggestions, etc. Mais par contre, pas lié directement sur l'article, ça, je pense que c'est important. Une autre question de Mme Pilon, quelle est la valeur ajoutée d'utiliser des hashtags? En fait, c'est de retrouver rapidement le contenu en fonction des thématiques qui ont été abordées. Comme par exemple, c'est une pratique très utilisée sur Twitter, qui s'en vient de plus en plus présente également sur Facebook. Donc, par exemple, si je parle de marketing RH, je peux mettre hashtag marketing RH et donc, automatiquement, les gens qui font une recherche avec ce hashtag-là vont retrouver du contenu approprié en fonction de leur recherche. Donc, c'est très intéressant d'utiliser ces hashtags. Donc, dans le moteur de recherche de Twitter, si vous marquez dans le moteur commission scolaire, vous allez avoir à la fois des tweets qui parlent de commission scolaire, des tweets, des messages. Vous allez avoir des individus qui ont marqué dans leur bio commission scolaire. Vous allez avoir des commissions scolaires qui sont sur Twitter qui l'ont marqué dans leur titre. Bref, toutes sortes de contenus. Si vous mettez le hashtag en avant,
plutôt que d'écrire juste commission scolaire, vous marquez hashtag commission scolaire. C'est uniquement les tweets dans lesquels il y a ce mot-clé-là qui vont ressortir. Donc, ça permet vraiment, comme le mentionne Émilie, de manière très pointue, d'aller retrouver des contenus qui parlent de la thématique que vous avez utilisée comme hashtag. Et Google Plus aussi le maximise Oui, de plus en plus. Donc, c'est définitivement une bonne pratique à utiliser sur les réseaux sociaux. Madame Dion a une autre question pour nous. En tenant compte de nos ressources qui sont tout de même limitées, quelle plateforme devrions-nous prioriser en premier lieu? Au niveau du recrutement, au niveau de du positionnement de votre organisation, je vous dirais en fait que LinkedIn demeure définitivement la plateforme que l'on préconise dans nos stratégies parce que d'un point de vue professionnel, je vous dirais que c'est celle qui sur lequel on a le plus de contrôle et qui a le moins de dérapage aussi. Donc, si vous voulez apprivoiser tranquillement les réseaux sociaux, commencez définitivement par LinkedIn et par la suite, en fonction donc des bassins où vous souhaitez recruter, bien, Facebook est quand même indissociable dans votre réseau, dans votre secteur d'activité. Donc, j'irai en deuxième lieu sur la plateforme Facebook. Mais si vous voulez faire des premiers pas, apprivoiser un peu les réseaux sociaux, LinkedIn reste un incontournable et reste, je dirais, une des plateformes les plus sécuritaires où il y a le moins de risques de dérapage. Puis on s'entend qu'en termes de profil, comme tu mentionnes, LinkedIn, on va retrouver surtout des gens dans le domaine de l'administration. Oui. Puis les métiers de la santé qui sont utilisés dans le réseau scolaire. Pour les enseignants, ben, on va en retrouver, mais c'est peut-être plus sur Facebook. C'est définitivement on va les retrouver Facebook, définitivement. Donc, l'idéal, c'est de combiner, mais oui, pour apprivoiser les plateformes, commencer par LinkedIn m'apparaît plus judicieux définitivement. Une autre question donc de M. François Grenon. Est-ce que le fait de ne pas préciser les conditions d'emploi comme le salaire peut être un frein au recrutement sur le web et les médias sociaux? Autrement dit, doit-on donner le maximum d'informations sur le web et les médias sociaux? Oui, c'est une excellente question. En fait, c'est toujours la grande question, un petit peu le salaire. Puis, autant le salaire n'est pas un facteur, en fait, les conditions d'emploi, comme le salaire, ce n'est pas un facteur qui va fidéliser les gens. C'est minimalement un facteur qui va contribuer à l'attraction, en autant que le salaire soit vraiment intéressant. Alors, on a souvent ce débat-là aussi sur les babillères d'emploi, on retrouve exactement la même problématique. Ce qu'on va dire, c'est qu'il faut être très vigilant. Il y a une étude qui a été faite par une chercheuse canadienne qui s'appelle Mme Boswell en 2004-2005. À peu près, oui. Mme Boswell avait identifié que si on ne met que le salaire, les gens vont se baser là-dessus parce que du salaire, c'est comparable. Donc, c'est quelque chose de très concret, très normatif. Donc, ça permet facilement de dire, ben, là, j'ai tel salaire, là, j'ai tel autre salaire, je vois l'écart, c'est très concret. Et donc, dans des cas, ça va aider, d'autres cas, ça va nuire. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que si on rajoute le portefeuille d'avantages au complet, la place qu'occupe le salaire n'est pas la même. Donc, oui, je peux mettre le salaire, mais si je rajoute les autres éléments, les gens vont venir un petit peu moduler le salaire. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un risque à ça, c'est que le salaire, c'est normatif, c'est concret. Le travail d'équipe, ça ne l'est pas. Donc, pour un être humain, c'est plus facile de dire non, le salaire ne m'intéresse pas que la façon dont ils font du travail d'équipe ne m'intéresse pas parce que ça, c'est plus abstrait un petit peu. Donc, pour répondre à la question, moi, j'aurais tendance à peut-être ne pas le mettre de prime abord, à moins que ce soit un facteur d'attraction, qu'on est nettement au-dessus du marché. Mais si ce n'est pas le cas, j'aurais peut-être pas tendance à le mettre de prime abord, mais rapidement, il faut l'énoncer pour s'assurer qu'on ne va pas décevoir les gens en fin de processus parce que ça ne leur convient pas. Donc, il faut l'énoncer rapidement, mais peut-être pas le mettre au début pour avoir la chance d'énoncer l'ensemble des avantages à l'individu avant de le perdre éventuellement. Je vous dirais que votre plus grand défi, c'est d'attirer les candidats au sein de votre organisation pour une visite. Vous rencontrer les collègues potentiels, rencontrer le gestionnaire avec lequel ils vont travailler, voir un peu comment vous faites concrètement les choses différemment, voir votre environnement de travail. Et à ce moment-là, une fois qu'on a réussi à le convaincre sur ces autres points-là, on sait que concrètement, le salaire tombe en 7e position dans la décision du candidat à venir travailler ou pas pour votre organisation. Donc, je dirais même que le plus grand défi, c'est de l'attirer au sein de votre organisation et de lui faire une opération grande séduction, mais selon la réalité de l'organisation, parce qu'il ne faut pas survendre non plus, là, pour pas qu'il soit déçu en bout de ligne, mais de l'attirer de cette façon-là, et vous allez voir que par la suite, le salaire ne reste pas comme étant l'élément principal pris en considération. Une autre question de Mme Pilon. Quelle est la meilleure plateforme pour trouver des employés de soutien? Donc, que ce soit au niveau administratif, manuel ou même technique. Moi, je combinerais encore une fois les deux plateformes, LinkedIn et Facebook. J'aurais tendance à vous dire, quand on est personnel de soutien, peut-être plus Facebook de prime abord. Je pense entre autres au poste de soutien manuel, définitivement plus Facebook. Maintenant, vous me parlez de administratif puis manuel, il faut voir de quel niveau. Quand on est plus à des postes, je veux dire un petit peu d'homme à tout faire, peut-être plus Facebook.
Si vous êtes avec des gens qui sont des diplômés du cégep ou même universitaires, ben, c'est sûr que LinkedIn n'est pas à négliger non plus, mais de manière globale, peut-être plus Facebook pour ces postes-là. Et ne négligez pas les outils traditionnels. On le sait que dans certains Ouais. endroits, pour certains corps d'emploi, les journaux locaux fonctionnent encore extrêmement bien. Des encarts placés dans des publics-sacs fonctionnent bien aussi. Donc, revenez toujours à la première question que je vous ai mentionnée au début de la conférence, en ce sens où posez-vous la question à qui je veux m'adresser et où je peux retrouver ces gens-là. Si ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, on va y aller sur les réseaux sociaux, on va aller mettre de l'énergie à cet endroit-là. Mais comme vous êtes dans un contexte avec des ressources limitées, mais si on se rend compte qu'effectivement, nos professionnels, nos candidats potentiels à qui on veut s'adresser ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, n'y allez pas. Mais on le sait que pour certains corps de métier, les journaux locaux fonctionnent bien, les publicsacs, des publicités dans les cinémas. Bref, encore une fois, intéressez-vous à vos segments pour savoir où aller les rejoindre. C'est essentiel. Alors, pour le personnel de bureautique, quand on dit personnel administratif bureautique, encore une fois, il y en a certains qui vont être sur LinkedIn et vous allez avoir une grande masse critique également sur Facebook. Définitivement. Alors, l'approche va être différente sur LinkedIn. On peut aller à leur rencontre, les interpeller. Sur Facebook, il va falloir y aller beaucoup plus avec des campagnes virales, les intéresser, puis faire suivre les opportunités finalement à travers son réseau et la masse de personnes qui sont fans de notre page ou qui contribuent finalement à la diffusion de notre message. Une autre question de M. Pierre Damour. Alors, qu'en est-il des headhunters? Est-ce que nous devrions oublier cette avenue? Peut-on concilier leur rôle avec les autres approches de recrutement que vous présentez? Oui, alors les chasseurs de tête, les headhunters, il y a un enjeu principal, hein, c'est le coût. Le coût qui fluctue. Écoutez, le plus bas que j'ai vu sur le marché, c'est aux alentours de 12% du salaire annuel et le plus haut qu'on voit habituellement, entre 35 et 100% du salaire annuel. Hein. Mais on dirait que si on dit entre 12 et 35%, c'est la norme. Alors, est-ce qu'ils sont inclus complètement? Pas forcément. S'ils ont des bonnes pratiques bien éthiques, ça peut être une avenue qui est intéressante parce que les chasseurs de tête ont souvent des réseaux bien établis, ont déjà des contacts établis. Donc, quand j'ai un besoin qui est ponctuel, qui est rapide, donc j'ai peut-être pas le goût de devenir un expert en recrutement pour un type de poste en particulier. Un DG, par exemple. Un DG, tout à fait, par exemple. Ça peut être une avenue qui peut être intéressante. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chasseurs de tête, il y en a qui font très bien leur job, donc ils sont habitués à travailler leur bassin, qui ont un domaine dans lequel ils sont plus experts. Ces gens-là vont être intéressants. Si le chasseur de tête refait le même exercice que vous feriez, à savoir qu'il n'est pas familier avec le secteur d'activité et qu'il repart sur les médias sociaux, etc., ben, c'est peut-être moins intéressant parce que c'est quelque chose que vous pourriez faire et à un coût moindre comme tel. Donc, c'est sûr que l'avantage, c'est qu'ils ont une expertise, ils connaissent les outils, ils sont habitués à aller chercher les gens, ils sont habitués à les interpeller. Le désavantage, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'avance sur vous dans la mesure où vous aussi pouvez utiliser une plateforme comme LinkedIn que eux vont utiliser et ça va vous coûter quand même beaucoup moins cher. Écoutez, si on pense à un salaire, je vais faire un chiffre rond, je sais que c'est pas forcément les salaires que vous avez, mais si on disait 100 000 $ et que c'est 35%, ben c'est 35 000 $. Donc, la moitié, 17 500. Si on parle d'un salaire de 50 000, c'est quand même 17 500 $ que ça va vous coûter. Donc, à quelque part, c'est comme le salaire d'un individu qui serait nolisé une période de temps pour faire ça. Alors, il faut être très vigilant. Puis en plus, la base de données, elle vous reste par la suite. Alors qu'un chasseur de tête, ben, c'est lui qui va l'avoir à base de données. Donc, dépendamment de la fréquence, du temps que vous voulez attribuer des ressources, posez-vous la question, oui, j'ai le goût ou non, j'ai pas le goût au niveau d'un chasseur de tête. Mais il y a vraiment des techniques maintenant très, très, très avancées pour aller scanner le web, pour aller chercher justement ces fameux candidats. La question, comme Didier le mentionne, c'est de voir si ça vaut la peine d'investir quelqu'un à temps partiel ou à temps plein de votre équipe à ce niveau-là. Mais ça fait partie des nouvelles tendances de beaucoup d'organisations d'avoir un ou deux sourceurs au sein de l'équipe de recrutement qui aident finalement à amener des candidatures auprès des recruteurs qui, eux, vont entrer par la suite en contact avec ces candidats. Est-ce que, M. Damour, est-ce qu'on répond bien à votre question? Oui, excellent. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous?
Non. Écoutez, j'en profite pour faire une petite publicité rapide. Ah, Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous connaissent le magazine en ligne. C'est un magazine qui est complètement oui, c'est une gratuit. publicité, mais pour quelque chose de gratuit. Il est complètement gratuit, qui s'appelle facteurh.com. Donc, vous pouvez le voir donc sur le diaporama. Donc, il y a une parution par mois, le premier mercredi de chaque mois. Ça s'adresse donc à tous les praticiens en ressources humaines et à tous les gestionnaires. C'est plusieurs professionnels du Québec et à travers la francophonie qui écrivent des articles de 850 mots très vulgarisés donc sur les réalités du marché. Alors, écoutez, pour ceux qui sont intéressés, l'édition du mois de novembre vient de sortir aujourd'hui, donc facteurh.com. Ça va nous faire plaisir si vous faites partie donc de nos lecteurs. Alors, sur ce, un gros merci. Ça nous a vraiment fait plaisir de faire cette première conférence en ligne. Et n'hésitez surtout pas à venir nous solliciter donc sur LinkedIn où on utilise encore les courriels. Inquiétez-vous pas, si vous avez des questions, sollicitez-nous. Ça va nous faire extrêmement plaisir. Et un plaisir peut-être de vous retrouver pour les formations en ligne sur LinkedIn. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.